j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. 5e épisode qui est en train de se lancer. Et voilà, on est parti, je crois. Faut parle pour voir comment ça fait. Allô, test, micro-test. Ok, on est pas mal. Wari Nishen. Salut. Wari Nishen au micro d'un café Holo 7 pour le 55e épisode. Yes. Merci. Épisode historique. Non, je sais pas. On va voir. On va voir. Du coup, bah écoute, déjà merci d'être venu, hein, c'est cool. Merci mec, ça me fait plaisir. Et du coup, en fait, bon, j'aimerais englober toute la conversation autour d'un truc général et comme ça au moins on va le dire direct, mais du coup tu te considères comme étant nomade. Tout à fait. Et c'est un truc dont je t'ai jamais vraiment parlé en profondeur parce que je savais qu'on finirait par avoir cette conversation un jour. Vas-y. Mais déjà, la première question que j'aurais, c'est t'as toujours été comme ça ou ça a été un déclic de te dire ok allez vas-y, est-ce que t'as toujours eu ce truc de allez il faut que j'aille voir le monde ou quoi que ce soit, ou est-ce qu'à un moment donné t'as eu une vie rangée et tu t'es dit allez c'est parti Bah en fait je pense quand je commence à regarder genre un peu mon parcours au-delà de l'humour, ouais. J'ai toujours bougé premièrement c'était à petite échelle, ouais. tu vas changer de quartier, changer de ville, Okay. changer de lycée, et à chaque fois en fait il y avait une période genre au bout de 2-3 ans fallait que je change quelque chose, tu vois. Okay. Et c'était naturel, tu vois, j'ai pas fait exprès. Donc au début partout en France. En Algérie, je suis né en Algérie. Okay, voilà, je suis né en Algérie. Okay. J'ai bougé un peu là-bas. Après, je suis venu en France. Je suis venu à Rennes. C'est là où j'ai fait mes études. Et pendant mes études, justement, j'avais fait aussi des stages à l'étranger. Je suis allé au Canada. Okay. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, tout était autour du voyage. En fait, c'est que ce soit des stages. Après le taf aussi, j'ai commencé à travailler dans les télécoms. Et on m'envoyait faire des missions à l'étranger. J'ai fait Brésil, Mexique. Et c'était tout le temps comme ça. Et quand j'ai commencé l'humour, bah, ça s'est fait naturellement. En fait, Ok. T'as pas eu envie de te poser, quoi. C'était une continuité, je me sentais bien en fait partout et à chaque fois il y avait des choses qui faisaient que je voyageais et quand je commençais à faire de l'humour, écrire un spectacle, donc tu parles en gros de ta vie et j'ai vu que ça faisait du sens et que j'étais en fait nomade sans me rendre compte, en fait j'étais un nomade et donc là je me définis complètement comme un nomade et en fait ça me va parce que je me suis rendu compte justement que si je restais trop longtemps à un endroit, en fait je me sentais pas bien et que je sentais le besoin de bouger. Ok. Et c'est quoi tes sentiments quand ça fait 2-3 mois que t'es quelque part? Ça tourne en rond ou c'est en fait il y a une sorte de routine, tu vois, qui s'installe. Bon, au début c'est bien parce que tu commences à avoir tes repères et tu dis voilà, c'est cool, c'est bien, mais après tu dis tiens mais par exemple, là, on est à Paris, je me dis, tiens, tu sais, New York, ça manque d'aller jouer dans tel comédie club ou machin. Je sais pas, au Mexique, j'avais des potes aussi, tu sais, j'aimerais bien revenir là-bas. En fait, c'est des petits souvenirs comme ça, de moments que tu avais kiffé. Je me dis, tiens, j'aimerais bien refaire ça. Et donc, si ça tombe dans un truc où je peux revenir et travailler ou, tu vois, ou même visiter, bah, je le fais. Et c'est toujours, c'est pas genre je m'ennuie de cet endroit et que j'aime profondément Paris. Et c'est juste que voilà, je me dis tiens, et en plus c'est quand tu bouges beaucoup en fait ça te manque, tu sais, Paris te manque, après tu pars ailleurs, ouais. Tu vois, à chaque fois il y a un lieu qui te manque et du coup voilà tu combles ce manque là. Mais du coup c'est est-ce que finalement, parce que en fait le voyage c'est souvent après, enfin c'est des gens plutôt sédentaires qui voyagent ensuite. Est-ce que, du coup, le fait de voyager tout le temps, c'est-à-dire que tu restes jamais plus d'1 mois, 2 mois dans le même endroit, plus ou moins? Bah là, les dernières années, ouais, ça a été vraiment 3 mois maximum. Ok, donc c'est ouf, c'est vraiment un mode de vie différent. Et du coup, est-ce que c'est un mode de vie à part entière ou est-ce que c'est un voyage permanent? Enfin, t'envisages ça comme des voyages ou c'est un mode de vie? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a plus... tu sais, c'est la fameuse phrase de si tu vis dans le sud, tu profites plus du soleil l'été, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a la même sensation par rapport au voyage de, à force de voyager tout le temps, en fait, j'ai plus plaisir premier du voyage d'un sédentaire, quoi. Non, en fait c'est vrai, ça devient une sorte de mode de vie. Donc du coup moi tu sais, quand j'arrive par exemple à un endroit, j'ai mes habitudes aussi maintenant, tu vois. Ouais. Donc il y a certains voyages que je considère vraiment pas comme un voyage. Okay. C'est même tu sais, faire sa valise, tu sais, d'habitude tu vois, tu réfléchis qu'est-ce que je vais porter, qu'est-ce que je vais prendre avec moi. Là je sais très bien ce qu'il me faut. J'ai en gros, tu sais, ma caméra, un micro, des trucs très essentiels pour ce que je vais faire. Le reste vraiment c'est ce qui est propre, je le prends, tu vois, il y a pas de je vais penser à, c'est vraiment mais on s'habitue à ce mode de vie. Mais c'est vrai que tu as raison, en fait c'est plus genre un voyage, ah tiens je vais découvrir cet endroit, je suis excité d'aller le voir. C'est plus ah tiens ça me manque, je vais revenir là-bas et j'ai ça à faire.
Après, il m'arrive aussi de voyager pour des vacances, tu vois. Mhm. Donc là aussi, ça devient un peu un voyage. Donc tu fais la différence voyage-vacances, voyage mode tout de à vie, fait. quoi. Non, Ouais, non, c'est tout drôle. à fait. Ok. Si c'est un voyage vacances, en fait, c'est vraiment un endroit où je suis jamais allé peut-être, tu vois. Ouais. Et du coup, mais par contre, j'ai le même. Je vais aller sur Google, je vais voir les lieux. Tu vois, il y a un truc qui est identique un peu partout. C'est marrant parce que ça, j'allais en parler. Parce Ouais. qu'à un moment donné, on va parler de stand-up dans tes voyages, évidemment. Ouais. Mais ça, c'est ce que tu dis. Tu vas aller voir sur Google et tout. Moi, je voyage très peu en soi. Et récemment, en fait, en relisant un passage de Céline, Voyage au bout de la nuit, quand il arrive à New York et qu'il décrit New York parce qu'il le voit pour la première fois et que tu ressens un mec qui pète les plombs devant un truc qu'il avait jamais vu de sa vie. Moi, je crois que le problème que j'ai dans le voyage, enfin, un des problèmes, au-delà du fait que je voyage pas dans les pays dans lesquels la France n'a pas d'accord diplomatique parce que j'ai peur de rester en prison là-bas à vie, et ça c'est une vraie peur que j'ai. Mais au-delà de cette, ça j'ai une vraie peur de ça. J'ai peur de me retrouver avec Est-ce que tu vas sur Google voir mec, les accords bah ouais, mec, si je fais une connerie, j'ai envie de pouvoir être extradé, quoi. J'ai pas envie d'être en prison dans un pays de merde et tout, genre ça me fait trop peur. Donc vraiment ça me fait peur. Mais au-delà de cette peur-là, il y a le truc esthétique de, en fait, j'ai l'impression quand on voyage, on a déjà prévisualisé ce qu'on allait voir, quoi. Et il y a plus le Ouais. choc esthétique du voyage. Et ça, moi, je crois que ça me dérange. Bah, c'est vrai en fait. Parfois, tu sais, tu vas sur Google, tu vois tout déjà à l'avance. Tu tiens, ça Ah va oui, c'est être, bizarre, hein. ce musée-là. Après, t'arrives et tu dis, tiens, mais ouais, ça correspond exactement. Surtout Google maintenant, tu vois, il fait des photos 3D. Tu sais, 3D, il est ouf, tu vois, même de l'intérieur. Donc, il y a un peu de ça. Après. Vraiment, au début, j'étais vraiment très voyage, genre j'y vais, je visite les musées, Ouais. tu sais, les lieux touristiques. Maintenant, enfin, sans plus, tu vois. Ouais. Je te jure, ce que je veux, c'est vraiment aller rencontrer des gens, faire du stand-up. Ça, c'est devenu le truc. Peu importe où je vais essayer de jouer et découvrir les gens, peut-être faire des soirées, manger, tu vois. Je crois que j'ai résolu ça en une phrase à un moment donné, c'est que je voyage peu, mais je voyage quand même. Et en fait, je crois que le but dans mes voyages, c'est que quand je voyage quelque part, il faut que j'aille m'ennuyer dans cet endroit. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si tu voyages avec le FOMO, genre tu peux pas voyager, quoi. Genre en fait je voyage en me disant, tu vois, je suis à la Nouvelle-Orléans parce que c'était un rêve que j'avais, mais j'avais rien regardé de là où il fallait aller. Je suis sûr que j'ai rien vu de ce qu'il fallait voir, mais j'ai vécu dans cette ville en tant que personne qui, tu vois. Mais c'est pour ça que Airbnb par exemple, c'est ouf, Ouais. parce que t'as plus le truc genre hôtel machin. Tu vois chez les gens, ils te font découvrir des trucs. Et pour moi ça c'est très intéressant. Ok. Pareil, quand je suis allé en Chine, j'ai pris exprès un Airbnb pour voir vraiment comment ils vivaient, et c'était vraiment cool. Ok. Tu vois, j'ai pas fait tous les trucs touristiques, j'ai pas eu le temps, mais comme toi, tu vois, j'ai passé un moment agréable, Ok. quoi. Donc du coup, bah, encore une fois, avant de parler de stand-up, parce que tu en as parlé aussi rapidement quand tu as parlé de faire ta valise, ce mode de vie aussi empêche un mode de vie matérialiste. Ouais. Et Ouais. du coup, tu possèdes pas beaucoup de choses, j'imagine. Écoute, en fait, j'ai un truc, enfin, je possède pas beaucoup de choses. Par exemple, j'ai pas de maison, Ouais. j'ai pas de machin. J'ai des trucs que je possède dans 2 endroits différents ou 3 Ok. endroits, tu vois. Par exemple, tu sais, j'en avais marre de à chaque fois prendre beaucoup d'affaires quand je partais genre à New York. Donc, par exemple, il y a des vestes que je laisse là-bas, des tenues que je laisse là-bas. Donc, quand j'y vais, je vais vraiment beaucoup plus léger. Et j'ai des trucs en doublant, tu vois. Donc, Ok. même, tu vois, j'ai un pied de micro ici et là-bas, j'ai une guitare ici et là-bas. Ok. Et comme ça, tu sais, tout ce qui est essentiel, j'essaie de. Donc tu as des pieds à terre dans les deux endroits, Ouais, etc. ouais. Ok, c'est cool ça. Principalement Paris et New York, Ouais. et Oran, là où, enfin, ma ville natale. Ok. Mais sinon, le reste, ouais, j'essaie de. En fait, j'ai vraiment. Je cherche toujours. Ah, ça peut m'arranger parce que c'est très petit, c'est léger. Et je peux prendre. Tu sais, maintenant, tout est devenu comme ça. Genre, est-ce que je peux le prendre avec moi? Et tu sais, les restrictions qu'ils font maintenant sur les voyages. Shampoing, j'achète plus de 100 millilitres. Ouais, ouais, c'est oui. que Bah des oui, trucs oui. comme ça, tu vois. Mais ça conditionne ta vie, tu vois. Tu commences toujours à réfléchir. Putain, mais est-ce que je peux le prendre avec moi? Est-ce que. Ouais. C'est, Et du coup, ça, c'est un. Attends, on va rentrer dans le stand-up en deux, sinon je vais pas y arriver, mais parce que j'ai trop de questions là-dessus. Mais c'est ton mode de vie. Enfin, on peut pas savoir ce que tu feras dans 10 ans, mais tu te vois te poser à un moment donné, ou c'est. Tu vois ce que je veux dire? C'est une question large, hein. Tu fais... Ouais, non, tout à fait. Mais c'est une question que je me pose tout le temps, hein. Moi, je suis pas contre me poser quelque part, mais il y aura toujours des voyages. C'est-à-dire que, surtout maintenant avec le stand-up, mon but, c'est d'essayer de jouer. Genre, si j'arrive à jouer régulièrement à l'étranger, pour faire, tu vois, on va dire Belgique, Suisse, États-Unis. Enfin, ça serait mon rêve idéal. Et d'être installé peut-être à un endroit et faire des spectacles de temps en temps dans des villes, tu vois. Ça serait le but ultime. Parce que je pense qu'à un moment donné, il faudra s'installer quelque part. Ouais. Et ça, j'en suis conscient. Et je pense que ça va devenir aussi un besoin à un moment donné, que ce soit
professionnellement ou même avec la famille, si tu as des enfants, tu peux pas tout le temps bouger, tu vois, faut que tu t'installes quelque part. Mais je pense qu'il y aura toujours ce côté où, voilà, depuis que j'étais étudiant, dès que j'avais un peu d'argent, c'était plus investi dans les voyages que, tu vois, acheter quelque chose. J'ai eu un iPhone très très tard, par exemple. Ça m'intéressait pas plus que ça. J'ai pas beaucoup de vices ou quoi que ce soit. Enfin, c'est plus les voyages, découvrir. Mais je pense qu'à un moment donné, voilà, tu vas être fatigué aussi. Je le sens aussi. Tu sais, c'est fatigant de bouger tout le temps. Donc, je sais pas à quel moment je vais dire c'est bon, stop, là, ça y est. Mais j'aimerais bien arriver à un point où, voilà, au moins, je bouge pour le travail. Et comme ça, il y a les deux, tu vois. Il y a ce côté nomade plus travail, quoi. Tu parlais d'argent, c'est un mode de vie aussi qui me rappelle beaucoup. J'avais lu un livre de Pierre Rabhi, je sais plus lequel, où il parlait au tout début sa première anecdote. C'est une anecdote sur son enfance où il raconte que son père est arrivé dans le Nord. Enfin, ils ont immigré, ils sont arrivés dans le Nord au début. Et il a travaillé dans une usine pendant 3 mois. Et puis au bout de 3 mois, il a collecté assez d'argent. Il a pris toute sa famille. Il est parti 2 mois en voyage. Ils ont découvert toute la France entière. Pierre Rabhi, c'est un premier souvenir d'enfance, c'était extraordinaire. Et 2 mois plus tard, son père retourne dans le Nord, toque à l'usine et dit voilà, j'ai plus d'argent, enfin j'ai plus est-ce que je peux revenir bosser? Et on lui dit mais pourquoi vous êtes parti du jour au lendemain? Je comprends pas et tout. Et lui répond très naïvement j'avais assez d'argent pour kiffer avec ma famille et là j'en ai plus donc je reviens travailler. Et j'ai trouvé ça extraordinaire et ça a vraiment changé ma vision d'avoir de l'argent depuis que j'ai lu cette phrase et est-ce que le fait d'être entre guillemets nomade te pousse à voir l'argent de cette façon-là, quoi? Oui, mais enfin, c'est en fait ce que j'ai remarqué aussi, c'est que notre société est pas prête à ce genre de mode de vie, tu vois. Ouais. C'est pour ça qu'on en parle Pourquoi souvent. Elle est pas prête? Parce que je pense que les schémas qu'on a, ça a toujours été, tu trouves un travail, c'est un CDI, donc tu travailles tout le temps là-bas. Après, t'achètes une maison, donc tu as un crédit pratiquement pour 30-40 ans. Donc l'idée de dire, tiens, je travaille pour avoir assez d'argent et bouger, ça, c'est pas encore, ça commence à devenir un truc courant, mais les gens vont tout de suite te dire, ouais, mais la maison, oui, mais la retraite, oui, mais tu vois, on pense toujours à qu'est-ce qu'on va faire dans 40 ans, est-ce qu'on a déjà assez d'argent épargné pour ça, mais je dis, elle n'est pas prête parce que j'ai des problèmes parfois avec l'administration. Quand on me pose la question, t'habites où, tu vois, et je dis sincèrement, je sais pas. Comment tu veux que je te réponde? Ça leur plaît pas comme réponse. Ça. Bah ouais. Tu dis fiscalement, je suis pas ici. Mais non, moi je veux que tu payes les impôts ici. Ça m'est arrivé en fait une fois, j'étais entre 3 pays quand j'habitais à Londres et je venais souvent à Paris. Donc je faisais des cachets à Paris. À Londres, c'est prélèvement à la source. Donc je payais les impôts à Londres. Et j'avais le Canada qui me poursuivait parce que quand j'étais là-bas, en fait, j'avais travaillé aussi, il fallait que je paye des impôts. Et j'ai fini par payer les impôts dans 3 pays différents. Parce qu'il n'y a pas d'accord entre 3 pays. En fait, il y a des accords bilatéraux, mais il n'y a pas d'accord entre 3 pays. Et il n'y a pas aussi quelqu'un qui dit, ouais, moi je vis là 3 mois et 4 mois ici. Donc en fait, l'administration n'est pas prête à ce genre de choses. T'as cassé le système, quoi. Ils me prennent pour quelqu'un qui est super riche, tu vois. Il dit tiens, lui, il s'enfuit, mais à la fin, je dis mec, j'ai rien. Je te jure que j'ai rien. Si tu peux passer 10 mois sur moi faire une enquête, mais à la fin, tu vas rien avoir. Va prendre quelqu'un qui a. Mais parce que je crois que les gens comprennent pas le mode de vie simple et tu vois, ça me fait trop rire. En ce moment là, j'expérimente un peu l'oisiveté, on va dire. Enfin, je fais des choses quand même. Je travaille tous les soirs. Enfin, je joue tous les soirs et tout, mais j'ai arrêté le one more. Je fais moins d'épisodes du podcast et tout. Et quand les gens ils me demandent alors Louis, qu'est-ce que tu fais en ce moment, je prends un plaisir de ouf à leur répondre rien. Et ils me regardent avec une panique dans les yeux en mode mais comment ça rien, comment ça rien, tu fais bien des choses et tout, qu'elle me dit pas que tu fais rien, c'est horrible et tout. Et le rien fait peur aux gens, quoi. Le rien ou enfin le peu, quoi, ou je prends mon temps, ou je réfléchis à autre chose, ou j'ai peut-être un autre système dans ma tête, ou enfin j'ai pas forcément moi je te jure, c'est un truc qui était très bizarre par rapport à l'entreprise où je bossais. J'étais à Londres en fait et au début j'étais genre en sorte de CDD et après ils m'ont proposé un CDI et moi je voulais pas le CDI. Je comprends, j'ai toujours refusé les CDI. C'est ça. Et pour eux c'est bizarre que tu refuses un CDI parce que tout le monde veut un CDI et ils étaient là ouais on va te mettre bien, on va te mettre un CDI. Moi je dis ouais pas très chaud. Qu'est-ce qui t'arrive? Je fais non mais je préfère rester sur le CDD, franchement ça m'arrange. Au moins tu sais quand ça finit, quoi. Les gens ils s'en foutent de dire mais ok je vais travailler dans la durée indéterminée chez toi, c'est horrible. Et à temps plein, moi je disais temps partiel, est-ce que c'est possible de faire un temps partiel? Il fait mais pour eux temps partiel c'est que t'as pas pu avoir un temps plein et du coup on t'offre un temps partiel. Et moi c'était l'inverse, c'est que j'ai pas envie de temps plein, je veux un temps partiel, je travaille 2-3 jours et le reste je fais ce que je veux, tu vois. Et ça c'était vraiment très dur à faire comprendre aux gens. Je comprends. Et je suis pareil, ils te regardent genre mais qu'est-ce
qui t'arrive, pourquoi tu veux faire ça? Bah, c'est juste que voilà, j'ai d'autres envies dans la vie. À faire comprendre aux gens et à ta famille en particulier ou pas? La famille, enfin, c'était toujours, tu sais, ces familles d'immigrés, ils veulent toujours que tu fasses des études. Moi, j'ai fait beaucoup d'études. Et après, en fait, j'ai commencé à travailler, j'avais un boulot intéressant et tout. Et au début, ils disaient, ouais, mais voilà, l'humour, tu le fais à côté. Voilà, c'est un hobby, tu le fais, mais tu travailles, tu vois, dans ton truc. Mais moi, ça me plaisait le travail. C'est pas que mais c'était pas ce que je voulais, tu vois. Ouais. Et quand j'ai arrêté, j'ai commencé à faire du stand-up et tout. Enfin, au début, tu sais, je sens que c'est pas ce qu'ils voulaient. Oui. Mais après, ils ont vu que j'étais bien et que voilà, ça leur suffisait. Ouais, et je pense qu'ils étaient, voilà, ils ont dit, bah, de toute façon, on a tout essayé, ça marche pas. Donc, on a tout essayé. Mais mon père, il reste, enfin, jusqu'à maintenant, de temps en temps, il fait, ouais, alors, tu reprends quand le travail? Ouais, Je fais, mais je travaille. Non, le vrai travail, tu reprends. C'est un vrai travail. Et du coup, le stand-up, quand est-ce que ça t'est arrivé, le point de départ, le moment où tu t'es dit, ah ok, ça me retourne le cerveau, ça? J'ai toujours voulu faire ça, mais toujours depuis petit. Je me rappelle le lycée, en fait, on était au lycée et tu sais, le prof te demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard et tout. Et moi, j'étais porté par genre cinéma, un truc artistique, mais c'était pas. En fait, comme je te dis, avec mes deux parents étaient profs, donc pour eux, il fallait faire des études, être ingénieur. Et c'est ce que j'ai fait, mais je le regrette pas du tout parce que c'était intéressant. Je comprends. Mais quand j'ai arrêté, en fait, c'était vraiment un vrai besoin. Je me dis, tiens, écoute, j'ai toujours voulu faire ça. Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais de ma vie. Okay. Et j'avais vu, en fait, une fois, il y avait Ruquier qui, dans une émission qui s'appelait On a tout essayé, il avait parlé de l'École nationale de l'humour. Montréal. Ouais, à Montréal. Et c'est resté dans ma tête, tu vois, il y a une école nationale de l'humour. Et comme j'avais déjà connu le Canada via le travail, je dit tiens, je vais revenir au Canada et je vais peut-être voir cette école-là. Finalement, j'ai pas fait l'école, j'ai fait une école de cinéma, mais j'ai fait un cours du soir là-bas où en fait t'écris un sketch. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé vraiment avec un cours du soir. Il y a combien de temps? Alors ça, c'était en 2011. 2011, ok, ouais. Donc 7 ans. Ouais, en 2011, en fait, j'ai fait l'école, j'ai fait les cours du soir. Et en fait, tu fais genre 8 semaines, un cours par semaine. Et à la fin, tu présentes un sketch dans un bar avec... ils invitent des gens pour que tu vois en fait l'aboutissement de ton sketch écrit. Et ça s'est super bien passé. En fait, c'était vraiment très cool. Et de là, c'est parti. Je vais faire ça. Je commençais à faire des plateaux, faire des spectacles là-bas. Et je faisais aussi des courts-métrages, des piges au cinéma. J'étais dans un groupe de figuration. Je faisais parfois parce qu'ils tournaient beaucoup de films américains là-bas à Montréal. Ouais. Donc je commençais à rentrer un peu dans, tu sais, je découvrais le milieu artistique, ça me plaisait bien. Et jusqu'au jour où, voilà, mais ça payait pas, tu vois. Et j'ai eu une offre très intéressante pour revenir à travailler dans les télécoms. Et c'est fou parce que quand tu cherches du travail, tu l'as pas. Mais quand tu cherches pas, ils te trouvent. Bah ouais. Et j'étais là, je te jure, j'ai fait une interview où je refuse le travail. En gros, il fait ouais, voilà, on a un poste. Je fais ouais, je sais pas trop si j'aime bien cette poste. Et il était, tu sais, le mec, il a jamais vu ça. Donc du coup, il commence à dire mais non, mais qu'est-ce que tu veux comme salaire? Je lui ai donné un salaire de ouf et il a accepté. Je dis merde. Moi, pour moi, je l'ai fait pour qu'il refuse, tu vois. Je comprends. Et à la fin, c'était un boulot intéressant. Et ce qui m'a vraiment intéressé, c'était à Londres. Il a dit nous, on n'a pas de bureau, donc il y aura beaucoup de travail, genre depuis la maison, de temps en temps. Et je fais ok, bah écoute, ça c'est intéressant, donc je pourrais toujours faire autre chose à côté. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai accepté. Je suis allé à Londres et je commençais à faire ça. Je me suis dit tiens, mais je suis à Londres, je suis pas loin de Paris, je peux venir revenir à Paris et tester, tu vois, si ça marche. Tu jouais pas encore en anglais? Ouais, en fait, je jouais en anglais quand j'étais à Montréal. Tu jouais déjà en anglais à Montréal. Je faisais les deux. Et à Londres aussi. Mais comme c'était pas loin de Paris, que j'avais vraiment jamais essayé le stand-up à Paris, finalement, parce que j'ai commencé à Montréal, je me suis dit, tiens, je veux voir ce que ça donne à Paris, tu vois. Et je faisais beaucoup d'allers-retours Paris-Londres, Paris-Londres. Grâce aux sous de cette entreprise qui de voulait cette absolument. Entreprise. Et tu vas pas le croire, je travaillais sur l'Eurostar en fait. Je travaillais sur l'Eurostar, en fait, je travaillais sur le développement du réseau Wi-Fi dans les trains, les nouveaux trains. Donc du coup, naturellement, je faisais l'aller-retour déjà, donc ça tombait bien, tu vois.
Donc voilà, donc j'arrivais à Paris, je faisais 2-3 nuits, je jouais, après je repartais à Londres. Donc c'était vraiment, et tu vois, ça rentre toujours dans le truc du nomade, ça bouge tout le temps, il y a une sorte de dynamique autour de ça, et c'était vraiment cool, jusqu'au jour où je pouvais plus travailler et faire du stand-up. J'étais en tournée avec la troupe du Comedy Club. Ouais. Donc là j'ai arrêté, et depuis ce jour-là, j'ai... Ok, depuis la troupe, ok. Ouais. Et du coup, le stand-up, de ce que je te vois, enfin je te vois assez souvent sur scène, tu fais partie des gens qui quand ils jouent, voilà, je passe la tête parce que voilà, c'est souvent, merci. Non mais c'est vrai, tu sais, c'est souvent Cool. différent et puis non, mais c'est vrai. Et j'ai l'impression, c'est quand même très imprégné de à la fois ce que tu vis dans tes voyages et tout, et de l'actu aussi, avec, enfin tu vois, quand j'essaye parfois de me faire l'essence des humoristes que j'invite pour voir, tu vois, genre j'ai l'impression qu'une des phrases qui ressort quand tu fais du stand-up, c'est ce qui m'énerve. Oui. Et c'est de là que part tes envies de faire des blagues. C'est le Ouais, terreau qui te permet d'écrire là, de ce qui t'énerve. Bah, souvent, en fait, il y a des choses voilà, vécues ou un truc que tu vas remarquer. Et au début, c'était beaucoup la télé. Je regardais la télé et il y avait beaucoup de choses qui m'énervaient. Donc, voilà, je comprends. Voilà, les émissions, les machins. Et donc, ouais, ça part d'un sentiment. Tu dis, putain, mais ça, j'ai envie de le partager avec les gens parce que voilà ce que je pense de ça, tu vois. Ou t'as vécu quelque chose qui était vraiment ouf et tu dis putain mais pourquoi c'est comme ça, et j'aimerais parler avec les gens et voir un peu leur réaction s'ils sont d'accord avec moi ou pas. Donc ça part toujours d'une envie de connecter avec la vie des gens. C'est ça. Ok. C'est où t'as remarqué un truc que les gens font, par exemple, tu sais, le truc du métro que je fais. Oui. Deuxième meilleure option, ouais. C'est un vrai constat, en fait. J'avais vu que dans les bus et les métros, les gens essayaient de s'éloigner les uns des autres. Et je dis, mais pourquoi on fait ça? Même quand il est vide, tu vois, ils se mettent pas à côté. Et ça part comme ça. Donc il y a une expérience, il y a une dame qui se lève parce que on était dans le métro, il y avait une place qui se libère. Donc elle se lève, elle se met de l'autre côté. Je dis, à ce point, tu dois te lever parce qu'il y a une place qui est libre là-bas. Et tu vois, c'est un truc qu'on fait tous. Et je me dis, pourquoi on fait ça? Et qu'est-ce qui pousse à... Donc il y a une envie d'apporter un sujet et dire, est-ce que vous aussi, vous avez remarqué ça? Et pourquoi on fait ça? Et de donner ma version des choses. Ou voilà, où tu as vu... je sais pas, une émission qui t'a énervé, tu te dis voilà, ou Zemmour, ou enfin un truc dans l'actu, et tu veux en parler, mais en fait c'est aussi le fait de, j'aime pas quand je fais un truc trop souvent. Ok, ouais. Je m'ennuie vite d'un texte. Je comprends. Et j'aime bien. En fait, je pense que ça te le fait aussi quand tu trouves une nouvelle blague. Le ressenti est tellement fort que voilà, c'est toujours à la recherche de cette nouvelle blague. Ouais. Mais jusqu'à quand dire allez, ça c'est l'heure que je veux pousser, quoi. Bah, le truc c'est que quand je commence à m'ennuyer, par exemple, il y avait un sketch, je pouvais plus le faire. Ça y est, j'en ai marre, tu vois. Je comprends. Même les gens, parfois dans le spectacle, je le faisais pas, me disaient, ah, t'as pas fait ce sketch-là, mais parce que même si je l'aurais fait, t'aurais pas kiffé parce que t'aurais vu que je l'aurais cité. Ouais, tu vois. Exactement. Donc, en fait, c'est parfois un besoin parce que tu dis, voilà, ça y est, j'ai plus d'excitation à raconter quelque chose. Mais c'est quand quelque chose est nouveau, t'es excité, t'as envie de partager ça. Même si ça marche pas, bon ça te fait chier, mais tu dis, ok, je vais le refaire, je vais essayer de trouver une autre façon de le dire, mais t'as cette excitation à raconter quelque chose. Mais bon, après, il y a aussi parfois, c'est tellement compliqué de trouver une blague que tu vas pas la jeter parce que voilà, t'en as marre. J'en ai parlé hier avec un pote avant un plateau. Ce stress, parfois, ça t'arrive ou pas? Moi, parfois, ça m'arrive de me dire, mais ça se trouve, je ne réécrirai plus jamais rien qui déclenchera un rire, quoi. Parce que c'est blanc. Enfin, il y a une page blanche, il y a rien au début, quoi. Et t'es là en mode, comment ça se fait que ce que j'ai écrit là déclenche un rire? Enfin, parfois tu mathématises, faut pas trop mathématiser ça, mais il y a un truc bizarre quand même dans le... Non, tout à fait. C'est aussi parfois, il y a des blagues, t'essaies une fois, 2 fois, ça marche pas. Et un jour, je sais pas, tu te dis, tiens, mais je vais l'essayer comme ça. Et là, ça marche. Je dis, putain, mais c'est la même idée. Ouais. C'est juste que j'ai peut-être exprimé différemment. J'ai choisi un autre mot, j'ai enlevé un mot. Et c'est là où tu vois que c'est vraiment... c'est très fragile. C'est fragile. Et parfois tu le dis trop vite, donc ça rigole, mais pas comme tu voulais. Enfin, je pense que personne n'a la recette, tu vois, miracle, mais tu sens qu'il y a quelque chose. Je pense qu'à mon avis, tu arrives à un stade, à un moment donné, où tu écris des mots comme une partition. Tu vois, Norm Macdonald ou Louis C.K., quand tu les écoutes à la fin, je pense qu'il y a des idées, et après ça devient une partition, quoi. Où ils savent où les mots doivent tomber, etc. Mais ça, c'est le temps, quoi. Ouais, et aussi parce que le fait qu'ils jouent tellement que même dans leur tête, ils commencent à réfléchir comme ça, naturellement. Et c'est vrai, en fait, tu sens parfois que, tiens, ce mot-là, bon, ça va pas marcher, c'est pas
c'est pas même si la situation est drôle, ben dit comme ça c'est pas marrant. Mais dit différemment, ah tiens là ça devient marrant, tu vois. Donc t'es toujours en mode recherche, en mode amélioration. Et je trouve ça, c'est pour ça que une fois que t'as fait une blague, tu sais que ça y est, c'est comme ça qu'il faut la jouer et que ça marche et que bon ça va. Enfin, tu te lasses vite de cette blague, tu dis ça y est, enfin il y a plus rien à faire, tu vois. Après le seul truc c'est quand tu l'as fait devant un autre public, un peu fonctionner différemment. Ouais. Voilà, pour voir est-ce que ça marche là aussi ou je comprends. tu vois, quand tu es en province par exemple ou dans une autre ville, tu dis est-ce que ça va marcher ici. Là ça devient, là t'as une autre excitation. En fait pour moi il faut toujours qu'il y ait une excitation. Voilà, et une inconnue qui fait que t'es pas encore sûr que ça va marcher, et c'est ça qui te donne la satisfaction après. Ouais, je comprends. Mais tu sais j'adore en fait les podcasts, parce que j'écoute beaucoup de podcasts, parce que tu découvres que les humoristes, on est tous pareils un peu, tu vois. Plus ou moins. On est comme une sorte de ouais, plus ou moins à sa part. Ah ouais, mais puis on est tous des bêtes un peu curieuses. Ouais, mais alors du coup il y a ce truc moi justement qui me questionne, parce que ça fait 7 ans que tu fais ça, et en 7 ans la société a quand même radicalement changé sur certains aspects. Ouais. Et par exemple le fait que toi tu parles de l'actu souvent, et tu parles de sujets parfois qui sont un peu épineux ou des choses comme ça, et tu vois j'ai remarqué récemment dans les derniers specials, même des Bill Burr, des Dave Chappelle ou des gens comme ça, donc les plus forts plus ou moins du milieu, eux-mêmes dans leur spectacle font des blagues à tiroir de et s'il y a une blogueuse dans la salle, je le disais pas, même eux s'auto-jugent et s'auto-dédouanent de ce qu'ils disent dans leur propre spectacle en disant ah il y a encore une blogueuse qui est là, bah j'ai juste dit ça. Enfin tu vois, eux-mêmes et du coup il y a une protection d'eux-mêmes, donc je me dis si eux-mêmes se protègent des potentiels blogueurs, nous où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est du coup on n'ose pas et du coup on va pas assez loin? Et toi dans ces réflexions, est-ce que c'est rentré dedans dans les 7 dernières années quoi, dans l'évolution? Moi honnêtement en fait je pense que quand t'es connu à un niveau de ces gens-là, ils ont plus cette problématique, parce que les gens tu sais ils aiment bien clasher tel humoriste ou dire ah ça me choque, mais quand t'es pas connu, tu vois, personne ne s'intéresse à toi, sauf les haters et ça j'ai remarqué. Il y en aura toujours, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, il y a toujours un type qui va mal lire, mal interpréter, être offusqué. Donc, soit on dit, mec, je dis rien, et dans ce cas-là, tu fais pas d'humour. Soit tu t'en fous et voilà, tu fais. T'arrives à t'en foutre? Ouais, tu sais, une fois, je te jure, voilà, je dis vraiment la vérité, moi je m'en foutais. Une fois, tu sais que parfois les gens te taguent sur ta vidéo. Donc j'ai été tagué et je vais voir et je commence à lire les commentaires. Et il y avait une série de commentaires, mais que de trucs où ils m'insultaient. Et t'as envie de répondre, mec. Enfin, je t'ai rien fait. Qu'est-ce que. Et parfois, je me retiens, mais j'écris des trucs, mais vraiment, genre. Je rentre plus dans la rhétorique où j'explique pourquoi ce que je voulais dire. Écoute-moi bien. C'est juste insulte. Comme lui, tu vois. Et ça peut te faire du bien parfois, mais après je l'efface, je le fais pas. Et c'est bien. Mais l'écrire suffit, je pense que le fait de l'écrire exorcise ouais. Et j'ai trouvé autre chose, en fait, c'est juste fait delete et tu bannir. Enfin, je vais plus jamais revoir ce mec, parce que en fait ça t'affecte. Je pense que ça t'affecte à un moment donné, parce que tu dis mec, surtout c'est pas ça que je voulais dire, et de toute façon je parle pas de ça. Pourquoi t'es en train d'analyser il y a un truc qui est très dérangeant là-dedans pour moi, c'est que le fait que, en tout cas moi, mon plus petit niveau, parce que ça fait que 2 ans et demi et j'ai pas ce niveau là, mais à 2 ans et demi de stand-up, il y a 10 ans, 20 ans, tu pouvais pas contacter quelqu'un pour lui dire ce que tu pensais. Moi aujourd'hui je reçois des messages de gens qui me disent ce qu'ils ont pensé de mon passage ou ce qu'ils ont pensé de mon épisode, et c'est souvent gentil, donc il y a pas de problème, mais parfois c'est un peu hard aussi, très peu souvent, mais parfois, mais que ça soit gentil ou hard, en fait parfois je me dis est-ce que je devrais pas couper tout ce qui permet de me contacter, dans le sens où Chappelle, Sikeber ou je sais pas quoi, ils se sont construits pendant 10, 15 ans sans savoir ce que les gens pensent d'eux, et à juste regarder les réactions du public. Et en fait le fait qu'on soit si facilement contactable, je pense que c'est peut-être un problème et qui nous empêche de sortir un peu des sentiers battus, quoi. Ouais, et surtout que les mecs ils se permettent de dire des choses genre j'ai pas aimé, mais qui es-tu déjà pour pas aimer? Bonjour. Ou j'ai pas aimé ça, je pense que tu devrais faire ça. Il y en a beaucoup aussi qui te donnent des directives ou des conseils, genre ils deviennent metteurs en scène tu vois. Genre des fois tu vois sur Biréduc, il y a des mecs ils viennent voir un spectacle et après je pense qu'il faudrait changer le début, je pense qu'il faudrait mettre moins de musique, mais c'est ouf, hein.
regarde le truc, ça t'as pas aimé, dis que c'était pas bon et dégage, ne me dis pas ce que je dois faire. Ouais. Et c'est ça, je suis d'accord, enfin il y a une sorte de facilité où tout le monde peut donner son avis. Après, moi je pense qu'il faut pas trop s'attarder là-dessus. Je pense que les gens prennent trop au sérieux les humoristes parfois, et que comme si t'allais te défendre on se prend une cause. nous-mêmes trop au sérieux parfois. Oui, enfin moi je cherche une blague. Honnêtement, souvent je cherche juste la blague. S'il y a un truc qui me fait marrer et que je pense que je peux le partager avec les gens, je le fais. Après, je cherche pas en disant cette blague à être défendre telle cause ou telle cause. C'est très compliqué de trouver des blagues déjà. Donc s'il faut en plus que la blague défende quelque chose, bah, si ça tombe voilà naturellement, bah écoute c'est cool, mais faut pas penser que chaque humoriste il est là en train d'essayer putain, je vais écrire un livre. C'est suffisamment dur comme ça déjà. Faut survivre déjà. Voilà, écoute la blague, ça te plaît pas, ça s'arrête là. D'ailleurs, tu m'as dit une phrase, on a joué à Pantin récemment tous les deux. Et tu m'as dit une phrase qui m'a vraiment beaucoup fait rire, qui est maintenant je suis insensible quand ça bide. Ouais. Et ça m'a fait marrer parce qu'il y a il y a du vrai, mais c'est terrible quoi. Ah mais c'est un terrible constat, même si c'est vrai, je comprends. Hein, ouais, mais... au début ça me faisait de la peine, mais après en fait quand tu le fais, tu sais très bien que voilà, enfin parfois il y a des conditions qui sont pas réunies, parfois au début ça m'a affecté parce que je me dis tiens c'est pourquoi je fais ça, mais quand tu sais pourquoi t'as bidé et tu sais que voilà tu travailles sur un truc, bah on s'en fout. Non mais ce qui est horrible pour un performeur entre guillemets, parce que si je dis performeur c'est que c'est je pense toutes les expressions scéniques, c'est que quand ça bide t'es obligé de faire ton temps quand même quoi. Ouais. T'es obligé d'être là. Et c'est le non, mais tu vois, en fait, c'est là. Faut mériter ton chapeau, quoi. C'est là, mais tu sais quoi, la différence entre nous et c'est maintenant, moi j'ai un peu d'expérience de beat parce que j'ai fait beaucoup de beats et du coup, je sais comment les contourner et les rendre moins pénibles, tu vois. Et ça, c'est vraiment un truc propre à nous. On a cet avantage de pouvoir sortir de notre texte et faire des trucs, tu vois. Et une fois, j'étais invité, c'était à New York, et en fait, j'étais invité à jouer, tu sais, mon instrument là, du Gombri. Que vous pouvez voir sur la vidéo du Jamel Comedy Club de Wari, ouais, enfin, et j'ai fait une chanson, et c'était dans un resto, genre un peu où il y avait beaucoup de Français. Et donc, je commence à jouer. Et je vois que tout le monde s'en fout, je te jure, mais vraiment, mais s'en fout, mais genre royalement, tu vois. Il y a des gens qui demandent l'addition. Mais c'est une chanson, je peux pas dire il y a des coupes ce soir, tu vois, c'est une chanson, tu es obligé de finir la chanson. Il y a pas de blague tiroir dans les chansons. Non. Et c'est là où j'ai trouvé en fait, j'ai commencé à dire putain, mais les chanteurs, si ça prend pas, tu dois finir ta chanson et tout le monde s'en fout. Alors, c'est dur. Avec l'avantage qu'ils attendent pas de réaction, de rire, donc ils peuvent continuer la chanson et être aveuglés par le son de leur chanson à eux pour faire style. Oui, enfin, mais tu peux fermer les yeux et écouter ta chanson, quoi. Alors que nous, si on ferme les yeux, on n'entend pas de rire, c'est horrible, quoi. Non, oui, tout à fait, mais genre les gens ne t'écoutent pas. Non, Genre t'es en train de jouer. Moi j'avais fait j'avais fait peut-être 45 minutes de voyage pour arriver à cet endroit-là. T'as envie de partager quelque chose, tu sais, t'attends un petit sourire, un regard. Et quand tu vois les gens sortir, claquer les chaises, putain, mais tu dois continuer ta chanson en plus. Tu fais, mec, au moins l'humour, je peux dire, hey, toi, tu vois, je peux interagir avec les gens, quoi. Mais en pleine chanson, c'est chaud. Ah, c'est chaud, mec. C'était très dur, mais ouais, mais enfin, c'est quelque chose. Voilà, une fois que tu l'as vécu, le bid, bah après tu deviens expert. Hein, un petit peu. Et tu préfères jouer dans quelle langue? Français quand même? Ouais. Français parce que je peux improviser beaucoup plus facilement. Ok. Tu joues dans français, anglais, espagnol? Français, anglais, espagnol, arabe. Arabe, ok. Ouais. Et arabe aussi, je peux improviser. Anglais, ça va, j'arrive, mais pas comme en français. Et espagnol, non, pas du tout. Espagnol, alors, c'est marrant parce que l'anglais, je le parle et les langues latines, je les parle plus ou moins. Enfin, je comprends comment elles sont construites. Une punchline ou écrire une blague en arabe, c'est la même chose que dans des langues latines, ou est-ce qu'il y a déclencher le rire avec une langue qui n'est pas construite comme une langue latine, ou une langue en tout cas. C'est vraiment construit pour qu'il puisse y avoir des punchlines, ou tu dois jouer plus différemment, ou comment ça se passe en fait en arabe? Je sais pas du coup. C'est très différent en fait parce que en fait c'est pas l'arabe classique, donc c'est l'arabe parlé. Ouais. Donc déjà en fait moi comme je le vois, par exemple toi si tu veux raconter une blague en français, t'as des éléments qui vont être marrants, comment tu vas dire un mot, comment tu vas une expression. En fait c'est ça qui va être marrant en arabe. Au-delà de la situation qui peut être comique ou marrante, il y a comment tu vas le raconter, le mélange français-arabe. Ça peut être, tu vois, c'est un outil très intéressant parce que tu as presque deux langues que tu mixes pour faire une troisième langue, tu vois. Donc
c'est plus des réactions, des émotions, des façons de parler, des accents, pardon. Alors que c'est vrai qu'en anglais, c'est très structuré. En anglais, c'est setup, punchline. En français, je trouve qu'on est un peu plus aussi dans. Mais c'est peut-être parce que voilà, c'est une langue qu'on maîtrise un peu plus et du coup, tu peux faire des blagues sur comment dire une phrase ou comment lui il a parlé en tout cas, moi pour l'instant, c'est comme ça que ça se passe. Je comprends. Okay. Bon, moi, j'écris moi en arabe en fait, sauf si c'est un truc où tu vois, je pense que c'est une phrase marrante, mais c'est plus ah tiens, comment je vais raconter ça si je m'énerve ou si je suis calme ou si ça peut être marrant, tu vois. Ok. Et du coup, dans ta vie de nomade qui doit être fait de plein de moments d'attente à l'aéroport, de moments comme ça, etc., de moments d'attente entre guillemets, quelle place prend l'écriture dans ça? Est-ce que tu considères que le stand-up est indissociable du fait d'écrire énormément et beaucoup et tout le temps, et est-ce que tu as une éthique d'écriture, ou est-ce que l'écriture vient quand tu as des idées de blagues et puis parfois c'est souvent avant la scène? Moi c'est plus ça, c'est plus une option, hein, donc si t'as pas d'éthique, c'est pas le sujet de pointer du doigt, mais est-ce que justement et l'écriture fait partie de ta vie en mode dans les moments d'aéroport et tout, c'est le moment où tu remplis des pages, ou est-ce que c'est juste t'écris momentanément quand ça se passe? Moi c'est vraiment j'ai toujours mon téléphone avec moi et j'ai des idées. Voilà, je marche, je vois un truc, je dis tiens ça c'est marrant, je vais le noter. Donc je vais noter des phrases. Quand j'ai le temps, je peux développer la phrase sur place, parce que le problème c'est que souvent au début je commençais à noter juste des mots-clés et après j'arrivais pas à comprendre ce que je voulais dire. Ça arrive. J'ai marqué aéroport, Starbucks, c'était quoi le truc? Et ça me faisait chier parce que j'arrivais vraiment pas à me rappeler. Donc si j'ai le temps, j'écris vraiment toute la blague telle que je la vois tout de suite, tu vois. Si j'ai pas le temps, je vais écrire le maximum et après le réécrire. Mais c'est vraiment ça, c'est avoir accès tout le temps à quelque chose pour écrire des petits textes. Après, parfois, en fait, quand j'ai un passage généralement à préparer ou que ce soit, je sais que je vais tester quelque part ou je veux travailler sur un nouveau set, je vais me poser, je vais écrire. Là, c'est vraiment une session d'écriture où je suis là en train de revoir peut-être ce que j'avais commencé à écrire, essayer de penser à des trucs. Mais mais je pense que écrire c'est nécessaire en fait. Mais alors du coup, parce que j'ai un peu ce flot d'idées dans le téléphone qui arrive parfois, comment tu gères le flot d'idées dans ton téléphone? C'est-à-dire que tu dois utiliser 1/20 de ce que tu as écrit ou pensé, et le 19/20, il fait quoi? Parce que moi mon 19/20 là il est là triste dans mon application Notes et en mode parle de moi, mais en fait tu vois ce que je veux dire? Tu vois, pareil, quand je disais on est pareil, moi aussi j'ai OneNote et en fait j'ai 40 000 tu sais, parce que tu as des répertoires et après tu as des onglets, des machins. Et quand c'est plein, j'ouvre un nouveau et je fais ok, là ça va être organisé. Exactement. Là, mec, là regarde, je l'ai là, regarde. J'ai là, 15 000. Il y a blague validée, blague validée sur 1, blague validée. Mec, c'est n'importe quoi. C'est vrai. Je recommence un dossier en mode allez, là c'est mon dossier où il y a tout mon. Toi, au moins t'as mis blague. Moi, au début, je commençais à faire nouveau. Mais en fait, c'était jamais nouveau. C'était à chaque fois, en fait, c'était tout le temps nouveau. Mais c'est quoi le nouveau? Et j'ai dit, ok, bon, nouveau, faut arrêter parce que c'est pas bien et faut mettre autre chose. Donc mais le truc, ce que j'ai fait, c'est que maintenant, comme j'écris au max quand j'ai une idée, j'essaie de vraiment développer la blague. Après, si je l'essaie et je vois que ça peut marcher, je commence à faire des sets. Et du coup, j'écris plutôt par set. Parce que sinon, voilà, ça fait que des phrases comme ça que t'écris. Après, il y a un truc qui est incroyable dans cette application, c'est l'onglet recherché. Ouais, tu vois, par exemple, je parle de la religion, je tape religion, je vais retrouver 5 notes, 6 notes, je vais relire vite fait ça. Enfin, tu vois, ça aide aussi. Non, c'est magnifique. Cette l'onglet recherché, il est bien. Mais après, c'est aussi. Parfois, ça m'arrive de relire des trucs et je trouvais ça super nul. Et j'ai du mal à me relire et me réécouter. Ça, c'est un vrai problème que j'ai. Ouais, je comprends. Et c'est pour ça que parfois, je préfère tester sur place, sur scène. Parce qu'au moins, voilà, t'as le public, t'essaies de t'adapter. Mais écrire beaucoup et après lire et dire, putain, j'aime pas. Je corrige beaucoup en fait et je teste pas du coup parce que je suis jamais satisfait. Je comprends. C'est frustrant. Mais après, enfin, j'ai appris à être vraiment organisé dans mon bordel, si tu veux, où je sais très bien un peu quand il y a une idée qui m'intéresse vraiment, je sais comment je vais la développer et je sais la retrouver. Donc, et quand tu as une idée que j'ai envie juste de noter, bah, je le note, mais après je sais que j'aurai pas le temps de le faire. Mais moi aussi, pareil, j'ai 80% qui est là, qui un jour peut-être va faire l'objet d'une étude, mais...
Ok. Et par exemple, là, ton prochain voyage, il est où là? Alors là, le prochain, ça va être ce lundi, je vais en Martinique. Ok. Je fais en Martinique, Guadeloupe. Après, je reviens, je fais Barcelone, Madrid et Berlin. Et après New York. Genre, Ok. jusqu'à mi-décembre, ça va être ça les. Ok. Ok. Et la ville dans laquelle t'es pas encore allé, enfin, est-ce que t'as encore des rêves de voyage ou est-ce que c'est fait là? Non, mais, Parce que t'as fait. En fait, si tu veux, récemment, j'ai écrit un texte justement qui fait partie des notes et qui sont pas prêts, mais le sentiment de claustrophobie à l'échelle mondiale, c'est-à-dire qu'en fait, j'essaie d'écrire sur le moment où on a dessiné toute la map du monde et qu'on a dit, ok, la map, c'est ça. Ouais. Après, bon, il y a eu des gens qui sont partis un petit peu en conquête, etc., à droite à gauche, etc. Ça s'est plus ou moins bien fait et ça a souvent été des problèmes créés par les Blancs, tout ce qu'on sait de l'histoire, etc. Mais tout ce que je veux dire, c'est que ça y est, ça a été. Et aujourd'hui, on est à un stade où tout a été plus ou moins distribué. Ouais. Et maintenant, on connaît la map. Et du coup, j'ai commencé à comparer, en fait, la sensation d'être dans le monde aujourd'hui comme on est dans un ascenseur, en fait. Ouais. C'est le même type de claustrophobie, c'est-à-dire qu'on sait où tout est. Et on n'a aucun échappatoire à ce tout qu'on connaît, alors qu'avant t'avais cet esprit de allez, je vais là-bas, on va voir ce qu'il y a, quoi. Ouais. Et du coup, est-ce que t'as enfin, vis-à-vis du voyage, par rapport au voyage, est-ce qu'il y a ce sentiment de claustrophobie, du coup? Tu sais ce que je veux Non, dire? en fait, parce que moi, j'aime bien partir dans des endroits où, tu vois, je suis passé. Et tu sais, même Paris, tu vois, j'ai vécu des années ici, mais je découvre Paris à chaque fois. Il y a des endroits que j'ai jamais pu découvrir. Donc, il y a toujours des trucs à voir. Et en fait, quand tu reviens dans une ville, tu peux la voir différemment de la première fois. Oui. Et il y a beaucoup de pays, de villes que j'ai pas encore visitées. Bien sûr, mais je pense que tu vois, t'aurais dans un temps ancien sûrement été explorateur, entre guillemets. Et aujourd'hui, t'es condamné plus ou moins à aller dans des endroits que tu connais déjà par intuition ou par vidéo ou par photo, et ça change le rapport au voyage, quoi, un peu. C'est sûr, tu sais que voilà, par exemple, une fois que tu as fait Afrique, Asie, voilà, en termes de continent, tu peux les faire rapidement. Et si le but du voyage c'est vraiment trouver un truc exotique que t'as jamais vu, c'est vrai que voilà, c'était limité. En fait, on vit dans une période où le voyage est facile, tu vois, c'est très facile de trouver des billets, de partir. À faire des tours, moi ça me passionne le nombre de gens qui disent, parce que je pense que est-ce que t'as déjà dit que tu faisais le tour du monde ou est-ce que tu l'as jamais dit comme ça? Non, j'ai jamais dit parce que le nombre de gens qui font un tour du monde et tu leur demandes où ils vont, et je pense qu'il y a un tour du monde sur 100 qui passe par l'Afrique. Genre les gens disent qu'ils font le tour du monde mais personne passe par l'Afrique déjà. Je trouve ça ouf, tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a déjà un phénomène marrant, quoi. Et du coup oui, il y a ce phénomène effectivement le voyage est de plus en plus simple mais en même temps de plus en plus angoissant. En plus, alors ça c'est une question peut-être un peu plus deep, hein, mais en plus moi j'envisage le voyage en tant que, enfin j'ai voyagé peu, mais le peu de fois que j'ai voyagé en tant que blanc, donc sans problème. Est-ce que toi tu vois ces problèmes frontières, etc. Je vois que ça, moi. Mais du coup, est-ce que ça te plombe pas ton plaisir de voyager, d'à chaque fois devoir être le mec qui passe à la douane ou les trucs comme ça? Ouais, j'ai commencé, tu sais, au début ça me saoulait, mais après, maintenant à chaque fois je le vois vraiment, tiens, ça me fait une histoire à raconter. Donc allez, vas-y, parle-moi. Allez, voilà, je veux qu'il m'arrive des trucs. Sadomaso, quoi. Qu'il m'arrive des trucs bizarres. Ouais, mais parce que je te jure, hein, j'ai des. Limite, quand tu passes la douane, tu souris exprès de façon un petit peu. Mais à chaque fois, je cherche. Enfin. Quand il y a un truc, je ne cherche pas les problèmes, mais quand un truc arrive comme ça, je vais chercher genre la blague. Et je me dis, tiens, bon, là j'ai le début, il faut qu'il y ait une chute, je vais voir. Et donc, du coup, maintenant, ça ne m'affecte pas comme avant parce que je trouve ça intéressant de raconter. C'est pas pesant quand même. Mais c'est relou qu'en fait, quand le mec n'est pas. Comment dire. Tu sais, par exemple, l'histoire que j'ai racontée récemment en Chine, où voilà, on me refuse le visa et ils savent pas comment te le dire. Tu vois, ils te disent cash, genre voilà, tu refuses le visa parce que voilà, tes origines, ton passeport, ton machin. Et je trouve ça un peu dur parfois. Je dis, mec, tu sais, on est encore là à se juger par rapport à je sais pas quoi et dire, toi, je te donne pas le visa, toi, je te donne le visa. Et je me rappelle ce jour-là, en fait, il y avait moi et un black, on était les deux à ne pas avoir le visa pour la Chine. Et j'ai fait un recours et j'ai pas eu le visa. Et elle m'a dit, ouais, mais en fait, il faut que tu nous fasses une lettre pour nous dire où tu vas être tous les jours. C'est ouf. Et je me dis, comment vous voulez que je sache? Ouais, déjà. Et puis en plus, qu'est-ce que ça, même si je te donne pas ça, pour tourner le Truman Show, quoi. Genre, laissez-moi tranquille. Mais je l'ai fait. J'ai comment fait? Je suis allé à New York, à Chinatown, on m'a fait une lettre, tu vois. Et je l'ai emmené. Elle a refusé une 3e fois. Ok. Et c'est pour ça que je suis allé avec le visa de transit, tu vois, avec le passeport français. Mais tu vois, en fait, c'est juste.
voilà, moi à mon échelle, je m'en fous. Mais il y a si, imagine un type qui est marié à une chinoise ou qui, j'en sais rien, tu vois, a peut-être un business là-bas, qui se retrouve confronté à des problématiques comme ça. Ouais. Mais même sans ça, parce que là, oui, même sans ça, c'est insupportable, quoi. Ouais. C'est les trucs, les fouilles aléatoires, tu vois, que tout le temps ça tombe sur toi. jamais arrivé. Ouais, bah écoute, moi Oui. c'est toujours bienvenue monsieur, mais maintenant tu vois, je connais donc j'y vais naturellement, tu vois, donc C'est limite le passage de Bah ouais, même sans qu'il t'appelle, tu vas. Ouais, c'est ça que tu veux. Vas-y, regarde. Et parfois j'ai des trucs bizarres, tu sais, j'ai un instrument de musique qui est bizarre et les gens ils le voient, ils commencent à poser des questions. Et quand t'es pas en mode, quand t'es dans un bad mood un peu, ça peut te saouler. En fait, tu peux devenir un peu agacé. Et, tu sais, le mec il te pose des questions, ah, tu fais quoi, machin. Et le fait, c'est une question par l'absurde, hein, mais le fait que par exemple ton instrument qui se rassemble plus ou moins à une guitare, enfin un instrument à cordes, le fait de le garder en voyage, tu t'es pas dit, bah allez, je vais prendre une guitare parce que cet instrument il fait trop parler. Non, tu le gardes. Est-ce que c'est entre guillemets je le garde par provocation entre guillemets ou parce que tu veux cet instrument absolument? Non, moi je sais pas jouer de la guitare en fait, c'est j'ai vraiment pas c'est cet instrument là que j'ai appris. En fait, le truc, c'est que. Mais c'était une question bête, hein, parce que évidemment, il faut que tu gardes ton instrument. Hein, mais tu vois ce que je veux dire, il y a peut-être. Oui, mais parfois je le prends pas parce que, par exemple, si c'est pas vraiment nécessaire, je le prends pas avec moi, parce que c'est relou. Et comme je t'ai dit, j'ai essayé de le laisser j'en ai 2 pour l'instant, mais j'en ai pas beaucoup pour aller. Là, par exemple, je vais en Martinique, je me pose encore la question si je le prends ou pas. Parce que ça va tout le temps être mais il faut le mettre en soute, non, machin, on prend pas ça, c'est dangereux, c'est machin. Et tu sais, parfois j'ai juste la flemme à chaque fois, tu vois, expliquer des choses. Alors que si c'était une guitare normale, ils vont dire bon, c'est une guitare, allez, tu la prends. Mais en fait, quand t'es déjà d'origine chelou, plus un truc guitare. Mais déjà, le fait que disent d'origine chelou, c'est bizarre. Pour eux, c'est ça. Eux, le problème, c'est que pour eux, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Ils vont voir un nom, après, ils vont commencer à chercher des origines, à chercher machin. Et t'as des gens qui, par excès de zèle, commencent à essayer de pousser les limites un peu plus loin, ce qu'ils peuvent laisser chez quelqu'un d'autre. Tu sais, moi par exemple, une fois j'ai ramené du Mexique une sorte de sauce, tu vois, piquante. Et normalement ça passe, mais le mec il commence à me faire chier, il fait non, ça passe pas. Je fais mec, je te jure, c'est vraiment un truc de bouffe, regarde. En plus c'est scellé. Et voilà, il m'a fait chier et il l'a pris finalement. Je l'ai jeté. Et je me dis que si je suis tombé sur quelqu'un d'autre qui était plus cool, si j'étais blanc, bah ce serait passé, tu vois. Donc il y a des trucs comme ça qui sont. Et du coup, ça a été obligé d'avoir une quiété et une sérénité extrême quand même pour pas péter un plomb. Ouais, non, après, comme je t'ai dit, tu t'habitues. C'est juste que les soirs où t'es pas bien, où ça peut t'énerver un peu plus, mais sinon voilà, ça fait partie de la routine, tu vois. Mais je trouve ça dingue. Enfin, j'ai encore une image une fois à Rennes où j'y vais pour prendre le train et là il y a 2 policiers qui arrivent en courant et en fait ils attrapent un black et j'étais à côté de lui, donc ils m'ont attrapé aussi et ils commencent à me poser des questions genre tu viens d'où, machin, vide tes poches. Après tu vois, ils voient très bien que je suis pas connecté au mec, donc je sais pas si lui il avait un truc ou pas, hein. Et après il me dit de partir. Je pars, mais entre-temps, tous ceux qui étaient dans le train, ils regardaient par la fenêtre, ils m'ont vu, en fait, ils ont vu la scène. Et donc après, c'est dans leur tête, genre, qu'est-ce que t'as fait, pourquoi il t'a arrêté. Et en fait, c'est juste ce sentiment-là que je commence à penser. C'est pas juste, c'est important. Et tu dis, mais merde, mais j'ai rien fait. Il n'y a rien que ça, c'est mais ça reste, tu vois. Mais tu le racontes avec un sourire là en ce moment. Les gens voient pas, t'es en podcast, mais tu le racontes avec un sourire. Parce que ça me fait rire après, parce que je me dis, en fait, ça me fait rire de dire, tu sais, je sais très bien, il y a des blancs qui vont dire, voilà. Hein. Bah oui. Non, mais tu fais bien de rire. Mais je pense qu'à la longue, ça peut devenir usant, tu vois. Et le problème, c'est que le soir où tu pètes un câble, ça peut être un soir où c'est un truc à la con, tu vois. C'est juste une accumulation de beaucoup de choses. Mais le rire, ça aide beaucoup. Oui, évidemment. Évidemment, c'est beau même. À voir les choses différemment, parce que sinon... Mais je pense que c'est pas propre, tu vois. Je vais pas arriver avec ce discours de ouais, tu sais, je fais partie d'une minorité, du coup on est persécuté, je sais pas quoi. C'est pas là vraiment mon propos, pas du tout. Mais je pense que chacun peut avoir des. J'étais en train d'écrire un sketch sur les blancs en fait qui peuvent souffrir de discrimination. Ce que j'appelle, les blancs pauvres. Parce que pour eux, tu vois, il n'y a pas d'association.
tu sais, comme les autres minorités, mais ils n'ont pas accès à certains postes aussi, tu vois, C'est ou à vrai. certains, alors qu'ils ont tous les avantages visibles tu sais, des blancs, mais quand tu regardes, en fait, il y a c'est une bourgeoisie enfin, qui ont accès par exemple aux postes intéressants, trucs. Ah oui, puis après il y a la classe moyenne qui est en train de s'effondrer avec tous les gens plus pauvres et effectivement Ouais. les white trash. Mais après tu dis qu'ils s'organisent pas. Là où ils s'organisent entre guillemets, c'est qu'ils font élire Trump et qu'ils mettent le FN au deuxième tour. Ouais, hein. C'est eux alors que- ça, c'est leur type d'organisation à eux, les blancs. Hein. Donc ils sont Mais quand même dangereux aussi, les blancs Parfois, pauvres. Hein. ils se font avoir comme ça, mais quand tu regardes, ils ont les mêmes problématiques des minorités, enfin, à une autre échelle, mais ils ont les mêmes problématiques où tu es exclu par des gens qui s'accaparent tout Bien sûr, et que toi, tu n'es pas considéré. bien sûr. C'est juste que tu as la même couleur de peau, donc dans les discours, tu es associé à ces gens-là, mais au final, franchement, pareil, tu souffres de la même façon. En fait, tu n'as pas accès à des crédits, tu n'as pas accès à pas mal de De choses. cette façon-là, oui, mais je trouve qu'il y a quand même une différence. Non, c'est clair qu'il y a une différence, mais Parce que ça touche pas ça touche pas ce que t'es, quoi. ouais, Tu vois, ouais. et c'est ça la différence, c'est que effectivement les opportunités, de l'égalité des opportunités, c'est une blague et ça serait bien que ça soit résolu. Parce que quand on parle d'égalité des opportunités, c'est faux. Encore plus pour les minorités visibles, mais même pour les white trash, comme tu dis, les blancs qui ont rien, etc. Évidemment. Par contre, la grande différence, c'est que ils sont pas attaqués sur ce qu'ils sont. Et ça, je pense que c'est quand même une différence assez importante quand même. C'est Même si, et puis en plus, quand ils s'organisent, je te dis, ils emmènent Trump ou le FN au pouvoir, quoi. Donc c'est encore un autre problème, quoi. Ouais, je pense qu'il faut arriver à un point où il faut vraiment comprendre. On sait que ça va faire tu sais, le discours Ouais. du mec, mais c'est vraiment comprendre que au final, on a tous les mêmes revendications quand tu regardes. C'est juste avoir accès aux mêmes choses et ne pas. Tu sais, ne pas être exclu d'office parce qu'on fait partie de enfin, tel groupe ou tel groupe, à tous les niveaux, tu vois. Enfin, c'est ça qui est frustrant, tu vois, quand tu vois quelqu'un qui veut faire quelque chose et il doit redoubler d'efforts juste parce qu'il fait pas partie de la bonne, Bah ouais, la bonne caste. Ouais. caste. Enfin, c'est ça qui est relou pour tout le monde. Et ça, tu peux l'appliquer à n'importe quelle ethnie, tu vois. Il n'y a pas de C'est blanc, noir ou arabe. Enfin, c'est vraiment à toutes les ethnies. Et je pense que la nouvelle génération, on a tellement vécu entre nous. Il y a eu toutes les. Moi, j'ai toujours été entouré de différentes nationalités et je trouve ça très très intéressant, enrichissant, que parfois j'ai vraiment pas en tête ah oui mais ça c'est réservé à ces gens-là Ouais. ou ces cons-là c'est réservé j'ai toujours été dans des grandes villes où il y a de tout. Si tu as envie d'aller dans un quartier où tu as plus de ces gens-là, bah, tu vas aller voir, mais pas Un des derniers trucs excluants dans ce monde-là quand même, et avant de parler de ton rapport au monde en général, parce que ça m'intéresse aussi, c'est la religion quand même. C'est un Ouais. des seuls trucs qui peut exclure des gens de certains endroits ou pas, quoi. Enfin, là aussi, c'est un sujet très intéressant, moi. Enfin, qu'est-ce qu'on fait avec la religion? Tu vois, à un moment donné, il faut se dire, la religion, c'est une croyance de certaines personnes et on ne sera jamais d'accord avec tout le monde. Non. Et elle est où la limite qu'on peut se poser? Tu sais, moi, je réfléchis souvent à cet exemple où, tu vois, en Inde, tu as des gens qui vont vénérer des vaches. Et dans le même pays, tu as d'autres qui vont sacrifier cette vache pour l'Aïd, tu vois. Et tu te dis comment un gouvernement doit se positionner par rapport à ça. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu interdis ça? Est-ce que c'est des questions qui vont, tu vois, qui se posent et on ne sait pas parfois, je ne sais pas quelle est la réponse. Mais je pense que on pourra jamais comprendre la religion des autres. Ou pourquoi ils font ça et on pourra jamais dire ouais ne fais pas ça devant moi ou ne fais pas, enfin il faut essayer juste de dire bah écoute moi je partage pas ça du moment où ça respecte la loi du pays, ben il faut s'en tenir qu'à ça. Ok. C'est le respect de la loi, le respect Et la de- sensation que la loi est mal faite, ça te dérange pas? bah faut que la loi soit bien faite, tu vois, faut pas faire des lois qui visent tu vois Bah oui, mais voilà. qui visent un groupe Bah voilà, ouais. tu vois. Mais quand je dis loi, c'est vraiment loi de ta liberté s'arrête là où commence la mienne. Enfin, Ouais, ouais. c'est juste ça. Mmh. Et souvent, honnêtement, souvent, c'est du bon sens. Oui, oui, Il oui. n'y a pas besoin de faire des lois. Non, Parce que les lois, elles sont facilement contournables, tu vois. bien sûr. Et quand tu fais une loi, tu dois préciser des choses, Bien alors sûr. que le bon sens, tu ne dois pas le préciser, ça se comprend. C'est juste...
Tu vois, par exemple, si on parle voilà, autour de la burqa, par exemple, on va parler de la burqa. La burqa, pour moi, il n'y a pas besoin de loi pour la burqa. C'est juste, tu dis, toute personne dans l'espace public doit être identifiable. Alors que ça soit burqa, cagoule, drap, ce que tu veux, si t'es dans la place publique, c'est juste un truc de bon sens. Tu peux pas savoir si cette personne est recherchée. Il y a le truc de Faïd là, qui avait une burqa parce qu'il était recherché. C'est juste, c'est du bon sens. Si t'es dans un lieu public, il faut qu'on arrive à te reconnaître. Ça s'arrête là. Après, moi, s'il commence à dire ouais, non, mais il faut que la burqa islamique, en plus, tu lui donnes un truc. Tu lui donnes un nom et un adjectif. C'est juste de se dire pourquoi on fait cette loi. On fait généralement une loi parce qu'on veut protéger l'ensemble des gens. Je suis d'accord. Pas un groupe. C'est une loi pour tout le monde. C'est ça qu'il faut, c'est l'esprit pour moi. Mais après, du coup, tu vois, moi je le comprends ce bon sens et c'est souvent vers le bon sens que je vais naturellement. Mais comme personne n'est d'accord, même au degré du bon sens aujourd'hui, on n'a même pas de discussion sur ce qu'il y a en dessous et les nuances plus intéressantes, tu vois, parce que par exemple, là, juste, j'ai vu enfin, je sais pas comment, je l'avais jamais vu avant cette meuf, hein, mais elle s'appelle Shadort Javan, je sais pas si tu connais, c'est une écrivaine, etc. J'ai regardé NS, machin, qui parle 7 langues, qui a une histoire incroyable, etc. Et là, qui était à France Inter aujourd'hui, je pense que ça va parler, parce que tous les trucs qui parlent de ça vont en parler. Et elle dit, on ne peut pas défendre à la fois l'égalité homme-femme et être voilé. Et il explique que le fait d'être voilé, c'est pour séparer les femmes dans la religion islamique par rapport aux hommes. Et du coup, il y a une séparation des êtres humains par rapport à la loi. Et du coup, tout ça. Et moi, je n'ai pas d'opinion vraiment là-dessus, dans le sens où je m'y connais pas assez et j'écoute juste ça. Mais je vois une femme d'origine, du coup, musulmane qui dit ce genre de choses, etc. Et je peux pas m'empêcher de me dire que ce débat-là va être pris de mille et une façons, sauf dans un débat cohérent où on parle de ça de façon intéressante, quoi. Mais tu vois, par exemple, ça c'est un exemple intéressant parce que souvent les gens essaient de déterminer qu'est-ce qui est assez islamique, musulman ou pas. Alors que la question n'est pas là. Moi, pareil, je vais pas me dire, quelle est la position qu'on doit avoir sur le voile en tant que voile par rapport à la religion. Ça, c'est chacun est libre. Si une personne, elle décide de mettre le voile, elle se sent bien. Voilà, si qu'est-ce que tu vas lui dire, si ça vient d'elle, il y a rien à dire. Tu vois, c'est ça le problème, c'est que souvent on dit ouais, mais on les a forcés. Moi, je te jure, je connais des gens, leurs parents les ont forcés à ne pas mettre le voile et ils l'ont mis quand même. Parfois, et qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là, tu vois? Si ça vient d'une volonté profonde de la personne, chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est pour ça qu'il faut revenir à la loi qui est au-dessus de la considération religieuse. On n'est pas là pour dire ça, c'est être un bon musulman ou pas musulman, bon chrétien, pas bon chrétien. Enfin, on s'en fout de ça. Ce qu'on veut, c'est que dit la loi sur la sécurité de tout le monde. Oui, après, tu vois bien que la loi aujourd'hui, c'est souvent la population qui prévaut sur la loi, quoi. Ouais, mais parce que c'est mal. En fait, on voit des gens pas condamnés sur les trucs qu'on lui a accusés, mais tout est terminé pour lui parce que le monde entier l'a jugé et la loi ne l'a pas condamné. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais parce que en fait la loi, elle est pensée parce que ce qui se cache derrière la loi, c'est un problème avec quelque chose. C'est que j'ai un problème avec ça et j'ai envie de l'interdire avec la loi, tu vois. C'est comme le burkini, enfin ça revient toujours à la même histoire, mais donc on fait la loi sur le burkini, mais derrière c'est juste parce que ça me dérange. Et quand tu prends quelqu'un en tenue de plongée, qu'est-ce que tu fais? Enfin, c'est un burkini aussi. Et tu te retrouves coincé de dire non, mais en fait, si le mec pense de façon musulmane, ça devient. Si c'est en matière pour aller dans l'eau, ça marche. À la base, en fait, la loi, elle a été faite pour. Tu vois, faire quelque chose de bien précis. Et après, c'est compliqué de l'écrire sur des termes de loi. Mais. Quelle aurait été la réaction des gens si les femmes qui voulaient mettre des burkinis à l'époque, notamment Annie, je m'en souviens, avaient mis à la place du burkini effectivement une combinaison de plongée? Ouais, mais c'est ce que j'ai dit. Qui s'est posé sur la. Ah, tu avais déjà dit ça? J'ai dit, si t'es en burkini et que un policier t'arrive, tu dis je fais de la plongée et voilà, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai un fusil de chasse, je vais aller plonger. Et en fait, pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand j'étais à San Francisco, j'ai vu beaucoup de femmes porter des mêmes burkinis comme ça. J'ai vu un truc très intéressant. Enfin, je sais pas si. Bref, j'ai vu une fois. Tu sais, au Mexique, ils se baignent avec leurs vêtements. Ok. C'est bien avant le burkini. Hein. Les mecs, ils se baignent avec leurs vêtements. C'est qu'ils se plongent avec un pantacourt, un pull. Et c'est même pas à la plage, c'est à la piscine. Et moi, la première fois que j'ai vu ça, j'étais choqué. Je me suis dit, mais mec, qu'est-ce que tu fais
Et c'est juste parfois c'est des coutumes et pour eux c'était normal, tu vois. Pour eux beaucoup de gens le faisaient, ils se baignent avec leurs vêtements. Donc ah bah de toute façon tous ces débats-là, si on regarde bien, ils arrivent à chaque fois au moment où il y a des lois qui sont passées un peu à l'Assemblée, dans des assemblées villes ou des trucs comme ça. Ils lancent ces débats-là quand ça les arrange. Ouais. Ça c'est sûr. Après en fait je comprends en fait je comprends parfois on a besoin de statuer sur certaines choses parce que voilà, t'as des phénomènes qui commencent à... Mais c'est juste, moi tout ce que je dis, c'est juste, il faut faire des lois et on sent que le but de cette loi, c'est pas, tu vois, exclure une communauté, c'est juste trouver un accord pour tout le monde, tu vois. Et là, tu vas voir que la différence est énorme. Et enfin... je veux pas passer pour le mec qui défend celles qui portent la burqa. Pour moi, déjà la burqa c'est pas musulman en fait, tu vois. Et puis je t'interroge pas en tant que personne qui est musulmane, hein, je t'interroge en tant que personne. Je sais que les gens qui écoutent le podcast, tu fais bien de le dire. Les gens, je vais avoir des messages. Ouais, après t'as pas défendu les machins ou t'as parlé de ça. T'as toujours des mecs qui pensent qu'à chaque fois que tu parles, tu défends quelque chose. Sauf quand on anticipe et qu'on le dit là et les gens vont écouter ce que tu dis là. Mais ils vont pas écouter ça, ces gens-là, tu vois. Là, il a déjà écrit son. Il a déjà écrit son message, il l'a envoyé, il a pas écouté la suite. Donc c'est juste que si t'as envoyé un message à ce moment-là à Wari, renvoie un message maintenant en disant excuse-moi, annule le message que tu viens de lire. Excuse-moi, je te parle de ça, c'est vrai que ça pourrait faire un mode. Non, en fait, c'est juste que. Mais c'est intéressant, moi ça m'intéresse aussi parce que je me pose les mêmes questions. Je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Tu sais, souvent on essaie de penser à la place des femmes. On dit, les femmes devraient faire ça, les femmes devraient faire ci. Moi je pense que je veux défendre les femmes et elles se défendent toutes seules. Enfin, tu peux soutenir les causes, bien sûr, mais il faut pas aller. Souvent, on essaie de. Tu sais, oui, tu sais, il y a des femmes qui sont oppressées par leur mari, et si elles font ça, c'est parce qu'elles ont été conditionnées toute leur vie. Il y a peut-être de ça aussi, oui, mais il y a aussi des gens juste qui ont peut-être des avis et demandent-leur ce qu'elles pensent, elles, du voile, si elles veulent le mettre ou pas. Demande-leur ce qu'elles pensent de la mini-jupe, de beaucoup de choses, tu vois. Pourquoi toi, tu penses à leur place et tu fais des lois et tu dis ouais, c'est pour leur bien que je fais ça, mais pas du tout. Parce que les gens, ils cherchent des causes aussi. Ouais, mais c'est bien de dire voilà, je défends... en fait c'est compliqué quand ça devient du domaine religieux parce que le religieux déjà c'est très personnel, donc moi il y a 2 jours j'étais dans une salle de gym et j'ai vu un truc très intéressant. En fait j'ai vu une fille voilée qui court sur un tapis et j'ai vu une fille avec, tu sais, une sorte de brassière, brassière un peu comme un 2 pièces mais genre tu vois pour le sport à côté d'elle, et les deux étaient arabes. Et les deux même musulmanes, et c'est intéressant parce que voilà, enfin chacune fait ce qu'elle veut. C'est intéressant. Et à quel moment tu vas dire ouais, mais je pense que celle-là elle était forcée de porter ça, ou enfin chacune fait ce qu'elle veut. Tu leur demanderas et tu verras ce qu'elles veulent porter. Enfin c'est pas à moi de juger ce qu'une fille doit porter ou ce qu'elle doit pas porter en public. Ouais, bien sûr. Non, mais la question qui se pose derrière, et on va pas aller trop loin non plus dans ce débat parce qu'encore une fois il y a pas de réponse et puis on tourne en rond sûrement à un moment donné, mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'on fait des lois pour protéger les quelques-unes pour qui ça serait pas le choix, et du coup il faut interdire tout le monde entre guillemets parce que sinon tu peux pas sortir ces femmes-là de l'oppression, ou est-ce que tu fais confiance aux gens pour que ça se lisse au fur et à mesure et que finalement les gens au final fassent de plus en plus ce qu'ils veulent, quoi. Pour moi, il faut plus faire un numéro vert que les gens peuvent appeler s'ils se sentent oppressés et que la police arrive à faire son travail. Si une femme, il y a un type qui l'enferme, ou tu vois, elle appelle ce numéro, ils viennent, il l'embarque, point barre, tu vois. Mais penser que cette femme-là a été conditionnée et que du coup ce qu'elle fait c'est pas vraiment ce qu'elle veut, c'est une façon d'un peu dénigrer les femmes parce qu'elles n'arrivent pas à penser par elles-mêmes, et que c'est toujours le mec en gros qui sait ce qu'elle veut. C'est des débats compliqués et c'est en ce moment, c'est en plein dans le temps parce que pareil, j'allais te poser la question, tu voyages partout dans le monde. De ton expérience qui voyage partout dans le monde, il va comment le monde aujourd'hui? Moi, par exemple, en Angleterre, la première fois que je suis allé, il y avait des policiers sikhs avec leur turban. Il y avait des femmes voilées à la police. Tout ça, ça dépend des pays, tu vois. Et le monde en général, sans parler du voile exactement, c'est là parce que quand on regarde les infos et tout, on a l'impression que c'est foutu, quoi. Il y a mec, il y a de tout. Hein. Tu vois aux États-Unis, tu vois des trucs, tu te dis mec.
tu sais, la condition des Noirs là-bas. Non, bien sûr. Et même tous les problèmes en général, tu vois, parce qu'il y a l'écologie, là, je lis des articles de plus en plus dessus, et je crois que ça y est, j'ai compris. En fait, le problème de l'écologie, si ça prend pas, c'est qu'en fait, moi, en les lisant, ces articles-là me ramènent à un monde beaucoup plus tard quand moi j'existerai pas, et c'est insupportable, je crois, au fond de l'être humain d'imaginer un monde où il n'existera plus, quoi, où tu vois, ça te ramène à ta mortalité. Donc je pense que c'est un des problèmes. Sauf qu'en fait, là, j'en suis à un truc à me demander. Là, j'ai fait la comparaison d'un texte récemment que j'ai pas écrit pour être drôle pour l'instant parce que j'ai pas de blague, mais où est-ce que tu aurais préféré être résistant en 39 ou en 44? Sauf que le problème, c'est qu'à l'époque, le problème était clairement identifié, c'était un problème, donc tu savais au fond de toi ce qu'il y allait. Et là, je me demande sur quoi être résistant. Et après, la question en parallèle que je me suis posée là-dessus, c'est est-ce que je préfère être résistant en 39 ou en 44? Évidemment que je préfère être résistant en 39, mais la question qui vient après, c'est est-ce que tu préfères être vivant en 45 ou mort en 40? Et la réponse est je préfère être vivant en 45. Donc tu vois ce que je veux dire, ça tous mord la queue, quoi. Bah ouais, mais et est-ce que et la question sous-jacente à ça, c'est est-ce que je vis en fonction de moi, paisible avec ceux que j'aime bien autour de moi, ou est-ce que je m'implique et que je prends des coups parce que c'est hyper dur et on sait même plus à quel sens se vouer, parce qu'il faudrait faire de l'écologie, il faudrait faire de l'économie, il faudrait faire de l'antiracisme, il faudrait faire de je pense que tout se rejoint. Il faut juste être cohérent avec soi-même et être comprendre que tu peux pas vivre que pour ta gueule, tu vois. En fait, ça revient à ça. C'est juste parce que quand tu regardes être anti écologie ou peut-être raciste, ils ont tous le même problème, la même problématique, c'est que ils pensent qu'à leur gueule et disent j'ai envie d'être sans les autres, peu importe ce qui se passe après. Mais si tu commences à respecter les gens, respecter la nature, en fait c'est pareil, c'est la même chose. Quand tu commences à être respectueux, tu es respectueux de tout et finalement tu es résistant dans tout. T'as pas besoin de choisir entre l'écologie et le racisme. En fait, tu fais les deux. C'est juste, faut pas aussi être. Faut vivre avec son temps, faut pas être tout le temps avec. Tu sais, je déteste les mecs alarmistes tout le temps où tu peux rien faire. Maintenant, la nature elle est morte, machin, c'est mort, c'est mort. Ben, on fait quoi? Mec, vis, puis c'est tout. Faut pas manger de viande, faut pas manger de ça. Non, moi j'ai envie de manger de la viande, j'ai envie de. Mais en étant responsable, il faut vivre son temps et être responsable. T'auras toujours des mecs alarmistes qui vont te faire croire que. Mais après, je sais pas si c'est cliché de penser ça. Ça se trouve, c'est pas du tout la réalité de l'époque, mais j'ai l'impression que être engagé, enfin en tout cas être une bonne personne et engagée à l'époque, c'était entrer dans un groupe qui était objectivement le meilleur et t'avais un but et tu le faisais, alors qu'aujourd'hui on est en mode je veux être bon, mais où, quand, comment, avec qui, pourquoi, non, trop de choses, tu vois. Ouais, non mais c'est un peu une, tu vois, ça m'a fait réfléchir. En gros, il faut que les nazis reviennent, quoi, pour qu'on soit tous d'accord. Une bonne dictature, putain de merde. D'ailleurs, j'ai lu un article récemment incroyable sur le fait qu'en fait Hitler avait un grand plan pour droguer tout le monde en fait, et lui-même était souvent complètement drogué sous crystal meth, et il donnait de la crystal meth à tous les gens qui venaient à ses meetings, et ça expliquerait beaucoup pourquoi les gens étaient autant à fond, quoi. Il avait un grand plan pour droguer le monde entier, quoi. Breaking Bad. Exactement, en fait c'était Breaking Bad, le mec. Genre vraiment, il voulait juste vendre sa crystal meth en fait. Il était là, putain, c'est juste le plus grand dealer de tous les temps, ce mec, finalement. C'est ça. non mais c'est la merde, mais en même temps tout va bien se passer, et je veux pas être alarmiste non plus, parce que non, mais faut être bien avec les gens, puis c'est tout, mec. Faut respecter ses voisins, et ça s'arrête là. Commence par respecter ton voisin. Moi je pense ça. Tu parles du respect, ça fait 3-4 fois que tu le dis, et ça j'en suis persuadé. On est dans un monde du like, dans un monde où on dit j'aime pas, dans un monde où et en fait les gens ont oublié que avant de aimer ou pas aimer, le processus juste avant, c'est de respecter ou pas respecter. Et ensuite, t'es libre d'aimer ou pas aimer. Mais s'il y a du respect derrière, tu peux ne pas aimer. Et les gens, ils oublient, comme on like tout et on nous habitue à dire t'aimes ou t'aimes pas, on s'est déshabitué à dire est-ce que tu respectes ou tu respectes pas. Il y a plein de choses que je respecte mais que je n'aime pas. Oui. C'est très important comme notion. Tu peux par exemple ne pas aimer quelque chose et juste te désabonner de ce truc. T'es pas obligé d'être là, suivre tout et dire ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas. Mais mec, personne ne t'a dit d'aimer. C'est le mec qui vient voir il dit c'est de la merde, j'aime pas, mais c'est gratuit, c'est sur le net, ne va pas là. Ouais, tu vois, exactement. Et fais autre chose, va vers quelque chose que t'aimes. Et je te souhaite d'aimer tout le temps. Après, c'est une sorte de fuite. On pourrait parler que c'est une sorte de fuite, c'est-à-dire que par exemple, la question que je voulais te poser vis-à-vis de ton nomadisme, c'est est-ce que c'est aussi le fait que t'aies pas trouvé l'endroit où tu voulais être, quoi? Peut-être, hein, je sais pas. Moi, je me sens bien partout.
Donc du coup, et je trouve que le monde est vraiment, pour moi, trop. Enfin, il y a tellement de choses à voir que ça m'énerverait de rater des choses et d'être tout le temps. Tu sais, je suis né ici, je vais rester ici toute ma vie. J'ai fait que ce métier-là. Moi, j'aime faire beaucoup de choses, tester, et ça part un peu de cette idée-là de dire, il y a tellement de choses à voir, tellement de gens à rencontrer, d'histoires à connaître que. Bah voilà, faut bouger quand j'ai l'occasion de le faire. Mais quand est-ce que tu as l'occasion de le faire? Parce que ça peut dans le futur qu'on n'ait pas autant d'occasions de voyager. C'est ça. Les lois peuvent changer. Il y a tu sais, il y a de plus en plus d'endroits qu'on peut plus visiter parce qu'il y a eu des guerres. Tu sais, par exemple, la Syrie. Ouais. Tu vois, maintenant, pour moi, par exemple, ça va être très compliqué d'aller visiter la Syrie alors que je voulais aller voir. Mais maintenant, ça va. Tu vois, déjà, il n'y a plus rien à voir. Ouais. Et en plus, c'est suspicieux de dire tu sais, pourquoi tu y vas. Qu'est-ce que faut justifier. Il faut avoir carrément tu vois, une excuse pour aller là-bas maintenant. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup d'endroits comme ça dans le monde qui sont intéressants à visiter, mais voilà, à cause de ce qui se passe, on n'aura plus l'occasion de le faire, tu vois. Ouais. Donc ouais, tant que j'ai l'occasion de bouger, ben j'essaie de profiter au max. Et c'est pas une fuite. Enfin, en tout cas, pour l'instant, peut-être que je l'ai pas encore découvert, mais je crois pas que ce soit une fuite de quelque chose. Pour l'instant, quoi. Ok, et alors une de mes dernières questions sur le thème du voyage, après j'aurai une grande dernière question potentielle, mais enfin non, une dernière anecdote à te proposer si tu as envie, mais c'est quoi ta plus grosse claque immédiate en arrivant dans un pays où tu es en mode wow, ok, là c'est incroyable ce qui se passe? Une des plus grosses claques en tout cas. Choqué positivement, hein. En fait, un truc où j'étais vraiment positivement, mais malheureusement ça a changé, là ça vient de changer, c'était au Brésil. Okay. En fait, par exemple, je suis allé bosser au Brésil il y a quelques années et j'étais vraiment agréablement surpris par l'intégration de leur minorité. Ah oui? En fait, ils ont une relation avec le Japon, il y a beaucoup de Japonais qui sont venus là-bas et en fait les Japonais brésiliens étaient brésiliens. C'est-à-dire que quand ils se présentaient, il n'y avait jamais je suis d'origine japonaise, asiatique. Et quand il parlait du Brésil, il parlait du Brésil, tu vois. Et tout le monde autour d'eux les considérait comme tels. Et il y avait aussi ceux qui venaient d'Afrique, il y avait vraiment les Libanais aussi. Et en fait, c'était moi qui commençais à regarder, genre un peu chercher leurs origines, essayer de comprendre d'où ils venaient. Mais pour eux, c'était des Brésiliens. Ils ont grandi ici, ils parlent portugais. Et je trouvais ça super intéressant parce que je trouvais que le Brésil avait réussi à faire l'intégration des différentes communautés là-bas. Jusqu'à maintenant, ce qui vient de se passer. Et maintenant montre aussi que quand même, c'est quand même un des endroits où je crois que les blancs sont les plus machiavéliques au monde quand même, du coup, quand même. Sans vouloir. En fait, le truc, c'est que aujourd'hui, il y a un système qui marche. Si tu joues sur certaines peurs, sur certains machins, qui marche, et t'as le pouvoir. Moi, je suis sûr que beaucoup de gens ont vu, voilà, que c'était comme ça que tu gagnais des élections. Et ben voilà, on va partir dans les phrases chocs, dans les machins, et ça peut-être conforter certaines populations de dire tiens, je vais voter extrême parce que peut-être ça va changer. Moi je suis pour vraiment je suis pour que l'extrême droite prenne le pouvoir parfois. Wow. Ouais. Okay, putain, la fin du podcast, énorme bombe de farine. Non, mais parce que honnêtement, ils feront rien de différent quand tu regardes. Et c'est juste ça va un peu défrustrer certaines personnes. Okay. Et tu vas voir que finalement, un politicien, c'est un politicien et qu'au final, il va pas faire ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, c'est des conneries. Tu penses vraiment que si Marine Le Pen, elle va passer, elle va revenir au franc? Je te jure qu'elle pourra pas revenir au franc. Je pense que déjà Trump a montré un gros truc de Le Pen, c'est que Trump voulait pas vraiment être élu et il l'a mal montré à la fin. Mais comme le Brexit, Le Pen, si elle avait été proche du truc, elle aurait eu des signes de ah merde, c'est en train d'arriver. Je pense qu'elle aurait paniqué parce que je pense qu'elle veut pas vraiment l'être. Boris Johnson là du Brexit, le mec il le fait, après il se barre parce qu'il ah putain mais on l'a fait. Qu'est-ce qu'on fait du coup? C'est nul de sortir, c'est compliqué parce qu'en fait c'est des idées. En fait quand tu as une idée négative, c'est très facile de dire ah j'aime pas. Mais quand tu dis vas-y maintenant propose un truc constructif, tu vas voir que c'est très compliqué et que tout le monde va te dire ah non j'aime pas ce que tu fais aussi. Et c'est juste de démystifier en fait l'extrême droite et dire bah voilà. Mais dans la démystification, tu as dit un truc très intéressant dans le Brésil, c'est qu'ils ramènent pas aux origines quand ils parlent. Moi, j'ai eu un exemple récemment. Je buvais un café avec une fille qui se trouvait être métisse et il y a 3 potes qui passent devant le café qui me voient. Du coup, ils viennent me voir, ils me charrient un peu parce que je prends un café avec une meuf, machin, ça rigole, nanana, ils me mettent un peu mal à l'aise, très bien, etc. Ils s'en vont.
Et puis je finis mon café et puis je les recroise le lendemain, ces potes-là. Et il y a un de mes potes, il y en a deux qui ont des origines entre guillemets, et du coup la première question qu'il me pose c'est une des premières questions c'est elle est originaire d'où? Ouais. Et moi ma réponse ça a été j'en ai strictement aucune idée. Ouais, parce que ça t'intéressait pas. J'en ai strictement, et là il me regarde et la phrase qu'il a sortie à ce moment-là c'est putain t'es vraiment pas un raciste toi. Et ça m'a étonné comme réaction, mais tu vois il y a vraiment ce truc de j'ai même pas pensé à poser la question. Et je pense que c'est quand même une clé, sans vouloir dire que je suis quelqu'un de bien et que c'est ce qu'il faut faire. Non, mais je crois que c'est une des clés pour que ça avance, c'est qu'on ramène pas les gens tout le temps à ça. Et le cas du Brésil est intéressant pour ça, quoi. Non, tout à fait. En fait, parfois tu peux aussi demander l'origine d'une personne sans que ça soit. En fait, le problème c'est quand tu sais que la question amène à tu sais, après à quand est-ce que tu repars ou des trucs. Qu'est-ce que tu fais là. En fait, c'est ça qui est dérangeant. Même après... comment elle est posée, parce que la question par exemple, tu viens d'où, cette question est insupportable, par exemple. Et c'est très très peu différent de quelles sont tes origines. Mais tu viens d'où, c'est quand même le truc. Bonjour. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est moi j'aime vraiment le truc de. Il y a des gens qui viennent de partout. Ouais. Et c'est plus intéressant comme ça. Tu vois, moi ça me ferait chier. T'imagines, tu vis dans une ville où il y a qu'une seule origine. Genre, ça a été le cas jusqu'à il y a 30 ans dans le monde entier. Hein, mais c'est relou, mec. Moi ça me saoulerait très vite. Mais est-ce que tu arrives à comprendre le classe des générations du coup de gens qui ont été élevés dans un monde, c'est Bill Burr qui le dit très bien, où il dit ma grand-mère elle a grandi dans un monde où tout le baseball il y avait des athlètes blancs, où ils étaient en train de finir le génocide machin, elle était en train de m'apprendre l'alphabet et puis elle fait ABC, sors de mon jardin, je croyais qu'on t'avait tout, on avait tous tué les gens comme toi et tout. B, C, D, F, D, et elle recommence, tu vois. Et il dit faut. Par exemple, ça m'a fait rire quand il dit ça, mais quand il parle d'un vieux qui a dit à un moment donné, il demande à un vieux qui était une star de la télé, je sais pas quoi, et il dit Dieu n'aime pas les homos ou je sais pas quoi, comment il a dit ça. Et en fait, lui, quand il le dit, il pense être une bonne personne en le disant, parce que c'est comme ça qu'on lui a appris le monde. Et en gros, la phrase de Bill Burr qui m'a rendu ouf, c'est What do you think they thought, quoi. Qu'est-ce que vous pensiez qu'il pensait? Évidemment qu'il pensait ça. Vous croyez quoi, qu'il allait vous sortir un débat sur l'égalité ultra... Bien sûr. Ouais, non, mais après, est-ce que tu penses vraiment qu'il y a eu une période où le monde était que une seule race quelque part? Non. Genre, tu vois, il y a certaines villes, je dirais oui, il y a une majorité, mais par exemple, quand tu prends les grandes villes, il y a toujours eu des mélanges, tu vois, il y a toujours, tu sais, les gens se sont, tu sais, ils ont voyagé, ils sont partis conquérir, il y a eu la colonisation, il y a toujours eu, tu sais, conscience qu'il y avait différentes cultures. Et donc je pense que surtout aujourd'hui en fait t'as pas tu dois comprendre que tu peux pas vivre dans un endroit, et c'est chiant de vivre dans un endroit où il y a une seule race, une seule religion, un seul type de resto. Enfin, c'est relou quoi. Mais tu parles de culture et tu parles très peu de pays, et j'ai eu cette discussion récemment avec un pote parce qu'on parlait de si jamais c'est la merde, est-ce que tu vas défendre la France, quoi, entre guillemets, c'était ça. Et moi je lui dis bah non, et puis toi non plus, on se retrouve à l'aéroport, j'en suis sûr à 100%, direction Montréal, tu vois ce que je veux dire, genre évidemment hein, on n'est pas des guerriers entre guillemets, on s'est fait 3 générations que c'est mort et je pense qu'on a plus ça en nous. Et j'ai eu une réflexion derrière en disant et puis attends, moi je viens du centre de la France, et je vais pas dire exactement le mot parce que je le dis dans trop de podcasts, mais je viens du centre de la France. Et aujourd'hui je lui ai dit, en vivant à Paris, je me rends compte que Paris est plus proche de Londres, de New York, de Copenhague, de Barcelone que du Berry. Et j'ai dit le mot que je devais pas dire, le Berry, mais que du Berry. Et aujourd'hui, être français, ça veut rien dire entre guillemets, parce que si je vis à Paris, je suis plus londonien, new-yorkais, copenhaguois et barcelonais que berrichon. Pourtant, qui sont dans la même ligne dessinée sur une carte, machin. Donc ça a quand même un peu fait péter les notions d'origine et tout ça. Moi, je trouvais les gens sont pas honnêtes avec ça. Je vais défendre la France. Ça veut dire quoi? Tu viens d'où? Tu vas défendre le Bayonne alors que tu viens de Paris. Enfin, je veux dire, ça veut rien dire du tout. Non, tout à fait. Donc, tu parles de culture, je trouve ça intéressant parce que c'est plus juste. Il y a vraiment une vraie ressemblance entre les villes que tu as citées, et il y a un truc qui est peut-être parfois négatif, parfois positif. Tu sais, dans toutes les grandes villes maintenant, tu as les mêmes schémas qui se reproduisent. Même schéma, en fait, tu as les grandes marques qui vont ouvrir des machins. Tu vois, les aéroports, ils sont tous pareils. Tu vois, même les circuits de visite maintenant, ils sont tous pareils. Tu prends un bus, tu sais, avec le toit ouvrant là, et tu vas faire les mêmes trucs, tu vas entendre les mêmes choses dans 5 langues. Donc du coup, tout commence à se ressembler quand tu regardes. Et je pense, pour revenir à la question que tu dis, si jamais demain on est attaqué, qu'est-ce qu'on défend? Moi, je pense honnêtement, si la France demain est attaquée, bah, toutes ces différentes minorités, elles vont toutes défendre
leur Paris, leur France, Ouais. parce que c'est juste tu défends le lieu où tu vis. Mais tu défends un endroit éclaté un peu plus quand même. Oui, mais en fait tu défends un agresseur en fait. Si quelqu'un vient agresser, tu sais, ou essayer d'envahir ta ville, tu vas défendre ta ville. Tu vas pas dire ah tiens mais moi, tu sais même ceux qui ont des origines moi je sais pas, africaines ou intuitivement je vais défendre ma famille, mes proches, les gens que j'aime, mais après si tout le monde est en sécurité, on se fout en sécurité quoi. Ouais, mais si là quand ça arrive, quand il y a eu des attentats machin, tout le monde est sorti parce que sûr, tout le monde se sent attaqué. Bien sûr. Et en fait c'est ça, en fait tu te dis putain il y a une menace qui vient de déranger, attaquer ma ville, mon pays. Moi honnêtement aujourd'hui je sens que j'ai plusieurs pays et je pourrais défendre tous ces pays-là si demain ils sont attaqués par quelqu'un qui est fatalement injuste. Donc en fait c'est ça qu'il faut se dire. Il faut se dire qu'est-ce qui est injuste dans l'histoire et je vais me mettre de l'autre côté. C'est pour ça que parfois tu as des gens qui vont être contre leur propre pays quand il est injuste. Et ça c'est très dur à faire, tu vois, quand tu demandes aux gens ah mais ton pays il a attaqué tel autre pays, comment tu te dis, est-ce que tu vas être nationaliste ou est-ce que tu vas être avec ça c'est David Letterman qui dit ça dans son discours du Mark Twain Award et qui cite à ce moment-là le mec a écrit Oliver Twist qui s'appelle Mark Twain qui dit être patriotique c'est défendre son pays tout le temps et son gouvernement quand il le mérite. Je trouve ça intéressant. Bah ouais, tout à fait. Moi je suis pour le nationalisme, mais mesuré, tu vois. C'est bien de se sentir appartenir à une nation, c'est cool, mais après il y a des limites parce que premièrement t'as pas choisi en gros où t'allais naître, donc t'aurais pu très bien être très fier aussi d'être congolais ou tu sais je trouve ça très très intéressant les gens qui disent ouais moi je suis fier d'être oui heureusement, mais t'aurais pu aussi naître ailleurs, tu aurais été aussi fier d'être de ce pays là, tu vois. Après faut aussi savoir quand ton pays ou ta nation commence à transgresser certaines choses et dire reconnaître que ça c'est pas bien et reconnaître les droits des autres aussi, c'est juste ça, c'est être tout le temps avec ce qui est oui, mais parfois c'est pas logique. Toujours aussi manichéen. Par exemple Macron, j'allais dire comment il s'appelle le pauvre Emmanuel Macron qui veut pas défendre le 11 novembre comme une victoire française là pour les prochaines commémorations. Tout le débat se pose de évidemment que la France dans la Seconde Guerre mondiale c'est quand même on fait semblant d'attaquer, on capitule, on vend des gens de notre propre pays à d'autres pays. Enfin, ça a été une abomination complète et c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Et à la fois, ne pas le faire, c'est quand même aussi chier sur le père de mon grand-père qui est parti mourir pour que je ne parle pas allemand aujourd'hui. Donc, c'est pas si manichéen que ça. Oui, mais après, tu peux... tu sais, les guerres, c'est très compliqué. Oui, déjà, forcément, oui. C'est très compliqué. Aujourd'hui, on a la capacité d'être beaucoup plus nuancé qu'avant. Il n'y a pas de gagnant-perdant. En fait, c'est pas j'ai perdu, j'ai gagné. Lui, il a gagné. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, tu peux aller dans la nuance et dire, tu sais, la France a eu tellement elle a colonisé tellement de pays et elle a eu des défaites, des gagnés des trucs. Enfin, faut pas dire la France, elle a perdu, enfin, ou elle a gagné ici. Faut juste reconnaître les trucs bien, reconnaître les trucs pas bien, et t'as une grandeur à reconnaître des trucs pas bien aussi. Tu vois, quand tu dis j'ai fauté là, tu en sors plus grand. Moi, le premier truc que j'avais fait en France quand je suis venu, et je trouvais ça très impressionnant chez les Français, c'est que ils avaient cette culture de, tu sais, alors je cherche le mot. Dire par exemple, tu vois, quand je suis arrivé à Rennes, les gens disaient putain mais la France c'est de la merde, c'est nul, ça c'est chier, j'aime pas le président, j'aime pas ce qu'il fait. Et ça c'est typiquement français d'être critique tout le temps, et je trouvais ça beau finalement parce que quand t'arrives et tu dis moi un pays c'est le meilleur, tu vois, c'est pas le cas. Ouais. Mais quand t'es assez détaché, tu te dis putain c'est de la merde, ça j'aime pas, c'est que en fait t'es plus à ce niveau de dire hey, nous on est les meilleurs, on fait tout bien, je suis le premier, je suis parfait. C'est que t'as quelque chose à cacher quelque part. On peut mettre les États-Unis par exemple, tu vois, ou d'autres pays qui sont comme ça, où tu sens qu'il y a un besoin de reconnaissance et du coup ils sont là à toujours essayer de les mettre en premier, alors que tu peux dire ça c'est bien, je le fais bien, ça c'est nul. Et je trouvais les Français je trouvais ça très intéressant où on dit tu vois ils manifestent tout le temps, ils sont jamais contents, mais parce qu'il y a une culture de je sais pas moi, quand c'est pas bien c'est pas bien. Oui, mais toi qui voyages beaucoup tu le sens, et n'étant pas né en France d'ailleurs mais sûrement
étant quand même la cible de ça, tu sens ce truc anti-français à l'étranger? En fait, il y a... Est-ce que t'es algérien quand tu vas machin, ou t'es français quand tu vas... Tu vois ce que je veux dire? Genre, comment... Parce que je sais qu'il y a une haine anti-français dans le monde. En fait, il y a une image des Français où parfois ils sont pas appréciés, oui. surtout les Parisiens à l'étranger, parce que je sais pas, il y a plein de raisons qu'on pourra lister peut-être dans un autre jour. podcast. Voilà, mais il y a aussi une sorte, par exemple, je sais qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle la French Touch, tu vois. Okay. Quelque chose de français, c'est très intéressant. La bouffe française, par exemple, ça c'est un chef français, attention. Ça c'est, tu sais, ils aiment bien ouvrir un resto français, donc c'est beaucoup plus classe, tu vois. T'auras jamais ça pour les Allemands, par exemple, tu vois. C'est vraiment typiquement français. Ou tu sais, cette marque est une marque française. Donc il y a cette notion de classe qui est très intéressante. Après, tu as aussi ce côté de manifestants, les gens ils sont de gauche, ils sont machin. Mais ça, c'est parce que les Américains, ils aiment bien garder que eux, ils sont des capitalistes et la France, c'est des socialistes. Et que, donc, il y a un peu des traits comme ça, parfois positifs, parfois négatifs. Mais il n'y a pas juste une image négative des Français, tu vois. Je voyage pas assez pour savoir. Mais après, tu as... parce que c'est marrant de dire les Français, ils râlent tout le temps. Donc après, il y a un consensus autour de ça. Donc les Italiens, ils vont le dire. Les Espagnols, ils vont le dire des Français. Mais je pense que la France a... Enfin, je suis pas l'avocat de la France, mais je pense que la France a tellement de choses dans tous les domaines qu'aujourd'hui, on peut pas la réduire à quelque chose. Ouais, je suis d'accord. Donc faut vraiment sortir de ces termes réducteurs parfois où on veut mettre des pays entiers dans des cases ou des réflexions entières sur tous les Français ils sont comme ça, c'est pas vrai. Il y a des trucs bien, des trucs pas bien, quoi. Bah écoute, ça suffit. C'est non, c'est très bien dit. Et du coup, avant la dernière anecdote que tu raconteras ou que tu raconteras pas, Warren Ishen du coup qui sur sa page, il faut mieux suivre ta page du coup parce que tu fais des spectacles ponctuels. Voilà, c'est ça. Donc voilà, soyez à l'affût entre guillemets. C'est pas un système de résidence, moi dont je suis pas fan d'ailleurs à la base. Donc voilà, soyez juste à l'affût si jamais il y a un spectacle ici ou là ou un plateau ou quoi que ce soit. Warren Ishen. Et du coup, si t'as d'autres trucs à plugger, peut-être, je sais pas d'ailleurs, mais... juste la page Instagram, le site web Warren Ishen, c'est là où je mets vraiment... Comme tu dis, en fait, le fait que je sois pas dans une démarche où je suis installé dans un théâtre, en fait, ce que je fais des exceptionnels, voilà c'est des dates exceptionnelles que je fais. Donc, du coup, c'est vraiment, via les réseaux sociaux qu'on peut choper les infos. Et après, s'il y a des gens qui ont des questions ou des remarques sur ce qui a été dit, n'hésitez pas. Écrivez tout ça sans insulter. Voilà. Et écoutez jusqu'au bout. Si vous avez écouté jusque-là, vous avez le droit d'envoyer une question, en gros. C'est ça le message. Si t'as tout compris, là, tu peux dire voilà ce que je pense. Mais il faut aller jusque-là pour envoyer un message. Et du coup, finir peut-être, à moins que t'aies décidé peut-être d'en faire un truc sur scène, ou alors peut-être pas le raconter, mais... Voilà, à Pantin, tu m'as raconté que tu avais perdu tes papiers et que tu avais dû faire etc. Et cette histoire, elle m'intéresse, quoi. Mais bon, après, c'est toi qui ici, tu veux la raconter. Ouais, non, je peux la raconter. Après, je vais certainement la raconter sur scène aussi. Mais en fait, j'ai pas encore, j'ai pas encore écrit le sketch. Mais c'était un vrai. En fait, j'étais à New York et je me rends compte que ma carte a été utilisée. Jamais bon signe. C'est jamais bon signe et je commence à regarder. Je suis putain, mais donc du coup, je commence à chercher donc mon portefeuille et je me rends compte que j'ai perdu ma carte. Et petit à petit, je fais une petite enquête. Je réalise que j'ai perdu tout mon sac à dos avec tous mes papiers. Donc il y avait vraiment tous mes documents. C'est-à-dire que tu t'es pas rendu compte sur le moment que tu avais perdu ton sac à dos, quoi. Non, en fait, il a fallu que tu décomposes tout ce qu'il y avait dans ton sac à dos pour que tu dises que j'ai perdu l'objet sac à dos, quoi. J'ai perdu tout. Il y avait déjà vraiment... c'est drôle. C'était en mode panique et je commence à faire le détective, je commence à chercher comment retrouver donc cette personne-là. Donc j'appelle déjà la banque, je bloque les cartes et je vois où est-ce qu'il a utilisé ma carte et j'arrive à retracer un peu ce qu'il a fait parce qu'il a utilisé ma carte plusieurs fois. Comme il n'avait pas le code, en fait, il avait utilisé les trucs avec la limite de 20 le €. Crypto et tout. Ouais, ah oui, les permis sans contact. Ouais, sans contact en fait. Parce qu'il avait essayé d'abord sans retirer de l'argent, ça ne marchait pas. Et du coup, il avait commencé à l'utiliser sans contact. Et j'ai vu que c'était tous dans le même quartier. Donc je suis allé dans ce quartier-là et j'ai fait tous les magasins où il est passé. Et j'ai dit, voilà, en fait, tel jour, il y a quelqu'un qui est passé. Est-ce que vous vous rappelez est-ce qu'on peut utiliser les caméras et tout. Enfin, ils ont tous refusé. En gros, ils ont dit, voilà, on n'a pas le temps, machin. Et je suis rentré chez moi.
Et là, je te passe beaucoup de détails, hein, Ouais, parce bien que je suis allé, en fait, je suis allé. Dans une agence de détective privé. Non. Je suis allé chez les policiers. Ouais. Et un truc très marrant chez les policiers, en fait, quand tu arrives, tu veux faire une plainte, ils veulent pas prendre ta plainte. Donc, je suis arrivé et devant moi, il y avait un type qui avait son portable qui a été volé. Et il lui dit, voilà, mon portable a été volé. Il lui dit, c'était où? Il fait, en fait, porte de. C'était quoi? C'était porte de la Chapelle. Ouais. Il fait, il faut aller à Paris. Ouais. Il fait, non, mais ici, c'est plus proche, tu vois. Il fait, non, parce que ça, c'est le département de Paris. Je t'ai posé la question, tu m'as dit porte de la Chapelle. Si c'est après le rond-point, ça, c'est Paris. Et du coup, moi, quand tu me poses la question, je dis, non, c'était après le rond-point. Donc, du coup, c'est bien ici que je fais la plainte. Mais après, il commence à poser des questions pour te repousser. Il faut, mais il y aura beaucoup de monde, c'est compliqué. Enfin, bref, tu vois. Donc, j'ai pas pu faire la plainte. Donc, je rentre chez moi et c'est là où un boucher m'appelle, en fait, où la carte a été utilisée. Il me dit, ouais, en fait, on a retrouvé le mec qui a utilisé la carte et il veut te parler, tu vois. C'est ouf ça. Je te jure, c'est ouf. Et en fait, le truc, c'est que donc le mec il m'appelle. Déjà, le mec il m'engueule parce que tu sais, ça le fait chier un peu il dit ouais, toi aussi tu perds tes cartes et tout. Moi je l'ai trouvé, je l'ai utilisé. Maintenant tu veux faire des plaintes. Je dis mec, tu te calmes. Tu te fais engueuler par le mec qui t'a volé ta carte. J'ai pas perdu ma carte exprès. Et c'est toi qui es le fautif dans cette histoire. T'as pas utilisé les cartes des gens. Et en fait, en gros, lui, c'était un sans-papier qui avait trouvé la carte, donc il l'a utilisé. Il avait peur que si je faisais une plainte, qu'on le retrouve et que du coup, qu'il soit expulsé, j'en sais rien. Donc en gros, il me donne rendez-vous, il me dit viens, je te rends tes documents, parce que pour moi c'était ça le plus important. Je lui dis je m'en fous de la carte, je veux juste mes documents. Il me dit viens, mais tu fais pas de plainte et tout. Je veux les documents. Donc on se donne rendez-vous le soir. Mais déjà pour y aller il faut des couilles énormes. Et mec, mais j'y vais. Mais moi j'y serais allé à 12. Mais moi j'y vais tout seul et je te jure, c'est en y allant, je me dis mais mec, imagine, j'ai enlevé tout ce que j'avais de genre, j'ai enlevé ma montre. Ouais, t'arrives à poil quoi. Je suis arrivé à poil, ouais. Je suis arrivé vraiment avec juste ma carte Navigo et genre c'est même pas utilisable, c'est une carte d'une semaine. Donc j'arrive et eux ils savent pas aussi, tu vois. Donc ils me voient arriver. Et je vois un type et je vois derrière eux il y a 3-4 mecs aussi, tu vois. Donc et après ils disent ouais non, je pense que c'est lui. Et ils viennent voir moi, c'est une rue, tu vois, c'est vraiment la nuit. Et il fait c'est toi? Je fais ouais, c'est moi. Je veux mon sac. Il faut attends, il faut qu'on aille quelque part. Donc ils savaient pas si j'étais suivi avec la police ou pas. Donc ils me font marcher un peu et je marche avec eux. Je suis entouré de 4 personnes et ils me posent des questions. Ouais, alors donc toi, c'est toi qui as perdu la carte et tu viens d'où et t'habites où et machin. Mais je vois qu'ils disent je sais pas. T'habites où? En fait, je sais pas. Ils posent des questions, mais je sens un peu qu'ils sont un peu méfiants, tu vois, parce qu'ils savent pas. Mais moi je les suis, tu vois, et on va vers un café et il me pose. Je m'assois dans mon café, il me dit assieds-toi ici. Et il y a un type, il vient, il fait ouais, en fait on a retrouvé ton sac à dos. Tu sais, ils essaient toujours d'expliquer comment ils ont retrouvé, donc c'est pas eux alors que je sais très bien que c'est eux. Il me dit tiens, prends un verre, vas-y je t'invite. Je fais, mec, c'est mon argent, c'est normal que tu m'invites. Jusqu'ici c'est mon argent tout ça. Donc, et il me dit tiens, je t'invite, prends un verre, un café. Je t'invite, c'est pour moi. Et il fait et je dis allez, mec, prends un café, c'est pour toi. et je fais mec, je veux mes documents. Et à ce moment-là, les autres ils sont partis, les 4, et je suis avec une autre équipe. Et ils me disent ouais, mais en fait ils sont à Antony. Okay. On était dans le nord de France, au nord de Paris. Et ils me disent c'est à Antony. On prend une voiture. Ah putain. Je suis à l'arrière de la voiture. Ah là là. Et je commence à mettre mon GPS parce que je me dis si jamais ils m'emmènent, un peu, au moins on retrouvera où c'était, tu vois. Et je vais avec lui, on va chez le mec, chez lui à la maison. Donc je rentre chez lui et il me dit assieds-toi. Donc je m'installe, c'est absurde, hein. Il me dit tu veux prendre quelque chose? Je dis non merci, tes potes ils m'ont déjà invité et avec mon argent, ceci dit. Et il me ramène en fait tous mes documents. Donc j'avais en fait c'était des classeurs avec. Il me dit est-ce que c'est ça? Je commence à regarder vite fait comme ça. Je fais ouais c'est ça, il y a tout. Et c'est là en fait en regardant, parce que je savais pas en gros ce qu'il y avait dans le sac, et en fait il y avait vraiment tous mes documents et il y avait différents documents parce que moi comme je te dis j'ai beaucoup voyagé, donc je suis résident permanent canadien, j'ai un truc des États-Unis, j'ai les permis américains. Ils ont vu, tu sais, j'ai 4 ou 5 permis, tu vois, et eux ils savaient pas trop, ils ont dit peut-être on a fait une merde et c'est un agent secret le mec.
Parce que pendant tout le truc, ils posaient des questions. Tu fais quoi? Moi, j'ai dit, je suis serveur. Tu sais, je voulais pas leur donner. Et je dis pas, mais tu parles plusieurs langues et tout. Je fais, ouais, j'ai travaillé un peu partout. Et je sentais qu'en fait, ils osaient pas trop. Ils étaient en stress. C'était un stress pour les deux, en fait. Et ils me donnent tous mes documents. Et c'est là où je comprends qu'en fait, ils avaient peur de moi, en fait. C'est pour ça qu'ils voulaient me rendre. C'est drôle. Et ils me donnent les documents, je les prends. Putain, t'es un agent secret, gros. C'est trop drôle. Il me raccompagne et il me dit et je dis c'est bon, je vais rentrer en métro. Il fait non, on te dépose. Et ils m'ont déposé à Nation. Et donc je voulais pas aller chez moi parce que du coup, en fait c'est une histoire de méfiance entre les deux. Je comprends. Et mais ils ont été très cool du coup, tu vois, parce que ils m'ont rendu et même l'argent, je te jure, ils m'ont dit si tu veux on te rend l'argent. Nous on savait pas. Ah, ils avaient vraiment peur que tu sois un mec. Ils avaient super peur, mais moi au début je FBI, savais pas, et j'avais peur. Moi j'avais peur de me faire kidnapper. Et eux ils avaient peur de tomber sur un mec du raid. Voilà, parce qu'il avait beaucoup de cartes d'identité sur lui. Et voilà, donc en fait c'est ça. C'est très drôle. Bah écoute, super, voilà. Et je voulais absolument que tu racontes ça. Et du coup, bah merci beaucoup d'être passé. Merci à toi, mec. C'était cool. Super épisode. Merci beaucoup. Ah putain. Je crois qu'après avoir vu ça.